Le prix des batteries de voitures électriques divisé par 10 en 10 ans, et ça continue. Pour la première fois en Europe, les ventes de véhicules électriques dépassent celles des voitures diesel. Tous les prix et prestations de la nouvelle Citroën C3 électrique enfin dévoilés. La conduite autonome de Tesla, une histoire sans fin mais toujours pas au point. Et enfin Volkswagen qui brade ses voitures en Chine, ou en tout cas qui les vend trop cher en Europe. Voilà pour les grands titres de l'actualité sur la voiture électrique cette semaine. Mais ce n'est pas tout, nous retrouverons aussi l'essai de la semaine, l'interview de la semaine et les questions de nos auditeurs, elles sont nombreuses cette semaine. Bienvenue dans le podcast Automobile Propre, épisode 94 du 1er décembre 2023, avec aujourd'hui deux invités pour commenter l'actu avec moi. D'abord un petit nouveau, Valentin Simineau de la rédaction d'Automobile Propre et Andy David, journaliste essayeur pour Automobile Propre. Mais avant de lancer les sujets, j'ai un petit truc à vous dire. Comme vous avez pu le constater, le podcast a fortement évolué depuis les derniers épisodes. Il est plus long, plus dense, avec davantage d'informations, de rubriques et d'invités. Le résultat en termes d'audience est très positif puisque celle-ci progresse fortement depuis début novembre avec des pointes à plus de 20 000 écoutes sur certains épisodes. Si vous voulez participer à l'aventure et associer votre marque à l'émission de référence sur la voiture électrique, rejoignez-nous en tant qu'annonceur ou sponsor. Si vous êtes intéressé, contactez-moi directement à eric@automobilepropre.com eric@automobile-propre.com. L'actu de la semaine. Bonjour Valentin. Salut Eric. Bonjour Andy. Bonjour Eric. J'espère que vous allez bien. Merci de nous rejoindre pour cet épisode du podcast Automobile Propre où nous allons traiter de l'actualité chaude de la voiture électrique. Et on commence tout de suite avec un premier sujet. Une étude de Goldman Sachs qui annonce la fin des voitures électriques hors de prix, Valentin. Bah oui, tout à fait. Alors on sait que le prix des voitures électriques dépend beaucoup du prix des batteries, qui est souvent assez conséquent. Donc cette étude, effectivement, annonce une baisse des prix des batteries, notamment une baisse des prix du kilowattheure. Pour reprendre quelques chiffres, ça va permettre de donner un petit peu de contexte à nos auditeurs. Il y a une dizaine d'années, le kilowattheure pour une batterie de voiture électrique, ça valait environ 950 €, ce qui était extrêmement cher. C'est pour ça d'ailleurs que c'était des toutes petites batteries à l'époque. Aujourd'hui, on est plutôt aux alentours des 130-140 € le kilowattheure. Et là, l'étude en question annonce une baisse de 40% d'ici 2025, donc plutôt aux alentours des 90 €. Si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça, 90 € le kilowattheure. Donc là, ça commence à devenir vraiment très intéressant. Pour une batterie sur un véhicule classique, une compacte comme une ID.3 par exemple, aujourd'hui, on est à peu près sur une batterie qui vaut entre 7 000 et 9 000 €, donc une part vraiment conséquente du prix global. Si c'est réduit de 40%, on voit bien que tout de suite le prix peut être beaucoup plus intéressant. Ouais, c'est sûr que sur une voiture qui aurait une batterie, une voiture moyenne avec une batterie de 50 kWh, on serait sur 4 500 € la batterie. Donc effectivement, c'est une baisse significative. Alors c'est une étude de Goldman Sachs qui est fondée sur des projections un peu linéaires, en fonction de ce qui s'est passé sur les dernières années, c'est ça ? Ouais, tout à fait. Ce qui s'est passé d'ailleurs, c'est que il y a une première baisse qui avait commencé à s'amorcer à partir de 2019. Ouais. Mais on a vu qu'il y avait une nouvelle hausse des prix, notamment à cause du coût des matières premières qui était reparti à partir de 2022. Et là, on est sur une deuxième baisse qui, a priori, en tout cas d'après l'étude en question, devrait être plus linéaire et plus conséquente. Ce qui se passe en fait, c'est encore une fois, c'est le coût des matières premières qui devrait baisser. C'est tout l'enjeu du coût des batteries. Enfin, tout se passe en grande partie à partir du coût des matières premières. Et là, il est une nouvelle fois question de ça, et notamment sur trois matériaux en particulier, le lithium, le nickel et le cobalt, qui dont leur prix devrait baisser d'une 40% encore une fois d'ici 2030. Donc on voit bien que c'est ce qui va permettre de faire baisser le coût des batteries, tout simplement. Alors, c'est parfois un peu contradictoire avec ce qu'on entend par ailleurs, où on dit que ces métaux un peu sensibles sont difficiles à extraire et pourraient être en voie de raréfaction, puisque certains affirment qu'il faut arrêter de construire des voitures avec des batteries de 100 kWh et limiter un peu la taille des batteries, parce que, alors déjà pour un enjeu environnemental et écologique, mais aussi tout simplement pour sauver l'industrie, parce que il se dit qu'il n'y aurait plus assez de matières premières pour construire des batteries à haute intensité, comme ça, et continuer à faire des grosses bagnoles avec des grosses batteries.
batterie. Donc d'un côté on a une baisse des prix, d'un autre côté on a une baisse du stock de matières premières. Donc on sait plus trop qui croire. Dans ce podcast plus tard dans une rubrique suivante, j'interviewe un spécialiste de la question et on parlera justement de cette question des matières premières. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. Alors, effectivement, les batteries, c'est une partie importante du coût d'une voiture électrique. Il n'y a pas que ça, parce qu'il y a tout ce qui va avec la batterie, la gestion de la batterie, le système informatique de gestion de la batterie, etc. On dit, t'en penses quoi, toi, de cette baisse? T'y crois ou tu te dis que c'est encore une étude parmi d'autres? Je me méfie toujours des études de banque. Moi, c'est un principe de base journalistique. Je me méfie toujours des études de banque. Sachant que Goldman Sachs est une grande banque d'affaires. Et on a toujours tendance à continuer la courbe sur X années qui existait déjà. Donc, si on a constaté effectivement sur les dernières années une baisse du prix parce que notamment il y a des économies d'échelle qui sont permises par la généralisation des véhicules électriques. On continue la courbe sur X années en se disant ça va continuer comme ça, sauf que les dernières années nous l'ont quand même prouvé de manière assez choc. Tout se passe pas comme prévu de manière générale dans ce bas monde. Effectivement, la question de l'extraction des matériaux, etc., elle m'a l'air un petit peu plus complexe que ce qu'on pourrait se dire a priori. J'attends juste un prix au kilo. L'interview du spécialiste. Mais si c'est une bonne nouvelle pour le véhicule électrique et pour la popularisation de ces véhicules, je suis très preneur. J'attends d'en savoir un petit peu plus avant de rentrer dans un optimisme BA. Alors de toute façon, il y a les études effectivement comme celle de Goldman Sachs, et puis il y a aussi la réalité des marchés. Et généralement, on constate quand même que quand une technologie, comme tu viens de le dire, on dit se popularise, se démocratise, c'est une espèce de cercle vertueux. C'est-à-dire que la masse permet de faire baisser les prix, et comme les prix baissent, il y a de plus en plus de gens qui achètent. Donc peut-être qu'on est en train de rentrer dans cette espèce de cercle vertueux qui n'a pas besoin forcément d'être validé par une étude, mais qui fait appel simplement à la logique économique de tout ce qui, de toutes les innovations. Il y a toujours la fameuse courbe d'adoption, et puis après, il y a l'arrivée du grand public. Ça s'est passé avec toutes les innovations technologiques depuis que l'humanité existe. Donc il n'y a pas de raison que ça n'aille pas dans ce sens-là. Le seul bémol, effectivement, c'est la quantité de matières premières disponibles et extractibles aussi sur cette bonne vieille terre. Deuxième sujet, le diesel. Alors le diesel, c'est amusant d'en parler là sur un podcast dans la voiture électrique, sur la voiture électrique, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui nous semble pas appartenir complètement au passé. Pourtant, il existe encore des voitures diesel et puis il s'en vend encore un petit peu. Mais là, on vient de franchir un point de bascule, on dit, puisque il se serait vendu plus de diesel que de voitures électriques sur la période récente. Voilà, sur les 10 derniers mois. Donc, l'année 2023, on est à véhicules en Europe. Donc, périmètre Union européenne plus marché qui vont avec, c'est-à-dire Grande-Bretagne, Norvège, etc. On est à 14% de VE9 dans les immatriculations et 13,9% côté diesel. Ça, c'est pour l'Europe. Pour la France, on est aussi en train de faire la bascule, puisque sur les 10 premiers mois de 2023, on est à 16% électrique contre 9,8% de diesel, sachant que les deux l'année dernière étaient presque équivalents. Donc, ça y est, là, la bascule, elle est faite. Très clairement, les gens ont compris dans quelle direction on allait, et la fiscalité aide beaucoup. Je me suis amusé à aller voir justement quand est-ce qu'on était à 14% à peu près de diesel au niveau européen. C'était en 1992-93. Alors à l'époque, l'OM était la meilleure équipe de foot d'Europe, Mitterrand était président et on dansait sur du Corona. Donc c'était quand même il y a un petit peu d'années. Effectivement, c'est un moment assez marquant parce qu'on est monté au-delà de 50% en Europe. On était à 78% d'immatriculation en diesel en 2012 en France. C'était un chiffre complètement délirant et qui ne correspondait pas du tout à l'usage, à l'intérêt que pouvait avoir et que peut avoir le diesel. Si on fait un peu d'archéologie, on s'aperçoit que le diesel était notamment porté en France par la bascule au nucléaire dans les années 70, les grands choix industriels à l'époque Pierre Messmer,
On a fait des choix économiques, c'est-à-dire qu'on a porté les gens à acheter du diesel massivement, notamment en faisant, c'était dans le projet de loi de finances 77, hein, ça remonte un peu. On a fait un coefficient de 0,7 pour les véhicules diesel pour encourager, parce qu'on avait des surplus de fuel lourd dus à la création de l'industrie nucléaire. Et quelque part, les gens se sont engouffrés là-dedans, les constructeurs se sont engouffrés là-dedans, et on est parti à fond les ballons dans le diesel, avec en plus des constructeurs qui du coup avaient développé une expertise et cherchaient à la vendre ailleurs en Europe. L'Allemagne a suivi, Peugeot. L'Allemagne a suivi parce que Volkswagen avait aussi un avantage technologique, notamment avec l'injection directe, alors qu'il y avait beaucoup moins d'incitation fiscale, et à part la Grande-Bretagne, en gros, tout le monde s'est engouffré dans la brèche. Là, on est dans la phase descendante, hein, et ça a commencé un petit peu avant le Dieselgate. C'est pas que une prise de conscience écologique ou des choix politiques, c'était aussi les normes Euro 5 et 6 qui rendaient déjà les choses un petit peu plus pénibles pour les constructeurs à l'homologation. Et puis quand on s'est aperçu que les mesures qu'on prenait n'étaient pas justes, ou en tout cas que le grand public s'est aperçu de ça, et effectivement, la courbe s'est inversée à une vitesse assez spectaculaire. Hein. Je prends sur un an... on a 2 fois moins de diesel neuf en Italie, par exemple, que l'année d'avant. Donc, ça fait une bascule extrêmement rapide. En France, elle profite. Si on regarde la courbe du diesel et la courbe de l'électrique, elles se croisent à peu près. On se dit que ça profite plutôt à la voiture électrique. Dans d'autres pays, je pense à l'Italie, par exemple, ça va plutôt vers de l'hybride. On va plutôt vers des Yaris, etc. Il y a des questions aussi d'infrastructure autour de l'électrique qui sont à résoudre, d'incitation. Et donc, oui, voilà, c'est un moment un peu historique et je pense qu'il faut en prendre la mesure et on s'aperçoit que effectivement, porte-monnaie avec les incitations ou les désincitations fiscales, plus une limitation d'accès au centre-ville, ce qui sera bientôt le cas avec les ZFE, ça a un impact, ça a un vrai impact. Si on dit aux gens, le diesel c'est fini, finalement, ça suit. Il y avait aussi un facteur important pour le développement du diesel, notamment en France, qui faisait partie, je crois, des pays où le diesel était le plus répandu avec probablement l'Italie. C'est les entreprises. On a tendance à l'oublier, mais il y avait des incitations fiscales importantes pour les flottes d'entreprises. C'est-à-dire qu'en gros, quand on achetait une voiture diesel société, on avait droit à des avantages auxquels on n'avait absolument pas droit avec des voitures à essence. Une taxe sur les véhicules société moins importante. Pour certains cas, la possibilité de récupérer la TVA sur la voiture et sur le carburant. Donc, des incitations, et le diesel, la part de marché des entreprises dans le marché du diesel en général était probablement assez conséquente. Alors ça pose une question qu'un de nos lecteurs a posée et que je trouve assez pertinente, c'est est-ce que maintenant que le véhicule électrique est passé devant le diesel, est-ce qu'il faut continuer à les subventionner? Vous en pensez quoi, vous? Ouais, évidemment, je suis totalement partisan de continuer à subventionner l'électrique, ça me paraît être une évidence pour continuer sur cette courbe. Sur cette belle courbe. Peut-être juste pour rebondir sur ce que disait Andy, je trouve qu'il y a 2 choses aussi intéressantes dans l'étude en question là sur le fait que l'électrique est passé devant le diesel, c'est les performances sur l'Italie et sur l'Espagne, qui sont quand même 2 pays qui sont pas les champions d'électrique depuis quelques années. Et là, on voit que il y a quand même peut-être un point de bascule sur ces pays d'Europe du Sud. Ce sont ceux qui ont les plus grosses progressions sur l'électrique, donc logiquement, moins de véhicules vendus, la part de progression est plus élevée, mais quand même, je trouve que c'est intéressant de le noter. Et la France, toujours un petit peu en milieu de tableau entre les pays d'Europe du Nord et le reste de l'Europe. Voilà, on est toujours plutôt un bon élève, mais plutôt moyen quand même. Il serait temps que ça s'accélère un petit peu, à mon sens, et d'où le fait qu'il faille continuer les subventions fiscales, à mon avis. Ouais, si je peux rebondir, il y a des éléphants dans la pièce, et je pense que c'est vraiment, comme disent les anglo-saxons, et je pense que c'est vraiment très important d'en parler et de mettre vraiment, un focus là-dessus. C'est on calcule en France année par année sur du réglage, du micro-réglage. Est-ce qu'il faut continuer la subvention à tel niveau, à 47 000 ou 45 000 on définit tout ça le 31 décembre à l'Assemblée nationale en commission. Enfin, c'est très compliqué. 15 décembre même. Ce qu'il faudrait faire, c'est des trajectoires. C'est-à-dire dire les bonus voitures électriques s'arrêteront en 2027. Je ne sais pas, je dis un chiffre totalement au hasard. Il faut définir comment ça va être la taxation, puisque la TIPP va mécaniquement reculer. Comment on va reprendre, entre guillemets, ses sous et ses recettes fiscales
sur les véhicules électriques. Alors, est-ce que ce sera une taxe à l'achat? Est-ce que ce sera une taxe à l'année? Est-ce que ce sera une taxe au kilomètre, etc. Et je pense qu'il faut qu'on ait un grand débat d'adultes sur comment ça va se passer dans les années à venir. Est-ce qu'on va augmenter le prix de l'électricité, etc. Je tiens vraiment à ça parce qu'on se sert beaucoup de l'argument économique pour nous dire « Ah oui, c'est une excellente idée de basculer vers le véhicule électrique » et j'en suis convaincu. Le problème, c'est qu'on risque de se retrouver dans 5 ou 10 ans avec des gens qui lui disent « Attendez, moi, j'ai pas signé pour ça. J'ai acheté un VE en 2023, 2024, etc. On m'a dit le prix de l'électricité, c'est tant, sauf qu'un jour, ce sera peut-être taxé différemment. Et que ça va faire exactement ce qu'on a fait sur le diesel. C'est-à-dire que sur le diesel, on a dit aux gens, c'est formidable, ça fait moins de CO2, etc., notamment dans les années 2000. Ils ont acheté. Et après, on leur dit, ah ben non, en fait, c'est ignoble, vous êtes vraiment des irresponsables d'un point de vue écologique. Fallait vraiment pas faire ça. Je pense qu'il faut déjà commencer à penser à nos messages par rapport aux incitations et par rapport à la fiscalité autour de véhicules électriques. Et je pense que vraiment, ça c'est important, notamment pour qu'on continue à avoir confiance dans cette filière et qu'on continue à avoir confiance aussi dans nos politiques. On sait que, voilà, aujourd'hui, on est dans une période où gouverner est un art difficile et je pense qu'on ne peut pas mentir sur ces questions. En fait, ce que tu pointes, Andy, c'est un peu une gestion à la petite semaine de la transition énergétique et notamment de la transition automobile vers l'électrique. Et tu appelles de tes vœux des politiciens ou des politiques plutôt, qui auraient une vision à long terme avec, comme tu le dis, des étapes clairement indiquées et une vraie trajectoire. Donc des vrais hommes politiques, quoi, avec une vraie vision. Je suis pas sûr qu'on en ait encore. Je sais pas. Je me pose parfois un peu la question. Mais bon, pense pas. c'est un autre débat. Alors, puisqu'on parle justement de portefeuille et puis d'évolution, puis on a parlé aussi de petites batteries, ça nous amène au troisième sujet, qui est donc le dévoilement des tarifs de la nouvelle Citroën IC3 électrique, donc qui avait été présentée il y a quelques semaines et qui a fait très bonne impression, puisque c'est une petite voiture électrique très vertueuse dans tous les domaines. Elle a l'air assez efficiente, elle est pas chère, elle a une petite batterie, elle a quand même une bonne autonomie, plus de 300 km, etc., etc. Et donc, bien les tarifs ont été dévoilés cette semaine, on dit. Ouais, alors ça y est, on avait déjà une idée du tarif, maintenant c'est 23 300 hors bonus pour la version d'entrée de gamme. Alors c'est bien de faire des annonces et d'annoncer des tarifs. Alors tout le monde nous dit il y aura le véhicule à 20 000 euros, le véhicule à 25 000 euros, etc. Là c'est du concret. C'est du concret parce qu'on a notamment, alors déjà la fiche technique, 113 chevaux, batterie LFP 44 kWh, 320 km WLTP, bon comptez 200 et quelques dans la vraie vie, et charge avec une crête à 100 kW. Donc c'est quand même des performances relativement bonnes et suffisantes pour un usage quotidien. Et alors, donc qu'est-ce qu'on a pour ces 23 300 euros? Il faut toujours descendre dans les petits points d'équipement. Alors, reconnaissance des panneaux, aide au maintien sur la ligne, le bip-bip de recul, j'ai bien dit le bip-bip, pas la caméra. Clim manuel, vitre avant électrique, ce qui veut dire que les vitres arrière sont manuelles. Suspension à butée progressive, ça c'est un vrai argument. La C3 thermique était une voiture très aimée, notamment parce qu'elle est plutôt confortable par rapport au reste des citadines, et que sur le véhicule électrique avec les batteries, on a toujours un poids supplémentaire, une masse supplémentaire qui fait que on a besoin de bonne suspension, donc ça c'est plutôt pas mal. Ce qu'il n'y a pas à ce prix-là, 23 300, c'est l'écran central qui est remplacé par un support de smartphone. Et après, donc ça c'est la version U, celle de l'entrée de gamme, et il y a la version Max à 27 800. Là aussi, on est hors bonus. On ne connaît pas encore, on parlait de gestion à vue, on ne connaît pas encore le bonus 2024, donc on est fin novembre. Ça pose un certain nombre de problèmes. Donc la version Max, jante 17 pouces, barre de toit, écran tactile 10,25, donc c'est plutôt un petit écran qui va s'insérer sur la planche de bord. Les sièges confort, là aussi, on parlait du confort. Banquette 60-40, clim auto, recharge sans fil téléphone et des vitres arrière électriques. Donc ça, voilà, c'est le pack et je trouve que c'est plutôt compétitif et ça la ramène sur des niveaux de citadine hybride. Je prends une Clio hybride, on est à peu près dans les prix voisins. Alors une Clio, elle est un peu plus polyvalente, un peu plus confortable, il y a un petit peu plus d'équipement, mais finalement, l'offre d'entrée de gamme électrique, elle commence à ressembler à ce qu'on avait l'habitude autour des citadines conventionnelles thermiques ou hybrides, et je
Je pense que ça, c'est plutôt un bon point. J'en profite parce que dans le monde des fans du VE, on n'aime pas beaucoup Carlos Tavares. Faut quand même dire que voilà, il nous a sorti quelque chose du chapeau qui est très intéressant. On sait que le patron de Citroën, c'est Thierry Koskas. Thierry Koskas, c'était le père de la Zoé, puisqu'il a été débauché de chez Renault. Ce qui me permet d'ailleurs de faire un petit tacle justement du côté de chez Renault, c'est qu'on a abandonné la pauvre Zoé au milieu du gué pour faire la Renault 5. Je pense que notre brave Zoé, avec sa plateforme éprouvée et quelques petites modernisations, elle pouvait encore nous faire des belles performances et populariser l'électrique. Simplement, on l'a abandonné. Ces dernières années, elle était commercialisée à 36 000 euros, ce qui est quand même pour une citadine un petit peu gonflée. Va falloir répliquer parce que c'est mieux qu'une Spring, largement mieux qu'une Spring à prix pas si élevé par rapport à la Dacia, qui propose nettement moins, 65 chevaux, 27 kWh de batterie, beaucoup moins d'autonomie, beaucoup moins de confort. Donc, du côté de Renault, alors, la Twingo, on va voir, mais ça sera pas tout de suite, la Twingo. Pareil, chez Volkswagen, il y a l'ID2 All qui est dans les tuyaux. Il y a la Panda chez Fiat qui sera sur la même base que cette IC3. Donc, ça y est, les citadines électriques arrivent. Carlos Tavares a appuyé sur le bouton. En peinture, on appelle ça un repentir. C'est le moment où on dit finalement, on était un peu sceptique sur la voiture populaire électrique. Bon, on va quand même y aller parce qu'il faut. C'est le signe, comme tu viens de le dire, que peut-être le signal de départ des voitures électriques avec 300 km d'autonomie et aux alentours de 20 000 euros, voire moins, bonus déduit. Donc c'est un bon signal et c'est peut-être une vraie, encore une fois, on a parlé du diesel avant, on a parlé des prix qui baissaient, des prix des matières premières, et là c'est un vrai signal aussi de la popularisation peut-être et de la démocratisation des voitures électriques. Quand on parle de l'autonomie WLTP, alors effectivement on annonce 320 km pour la Citroën IC3. Et puis on dit, comme tu l'as dit, on dit souvent, on sait le WLTP, on enlève entre 20 et 30% dans la vraie vie, voire plus. C'est pas toujours vrai non plus parce que le WLTP tient compte d'un mode de conduite que l'on a finalement de plus en plus souvent, puisqu'on roule quand même de moins en moins vite. On fait du périurbain, on fait de l'urbain, et dans ces conditions-là, avec une voiture qui est annoncée aux alentours de 300-320 km, si on fait de la ville, du périurbain et un peu de route, sachant que la plupart des routes sont limitées à 80 et 90 km/h, on peut atteindre ces 320 km. C'est-à-dire que le WLTP correspond à ce mode de conduite. Bien sûr, il correspond pas du tout à charbonner à 130, 140 sur l'autoroute par moins 5 degrés. Là, effectivement, on n'y sera pas du tout. Mais d'une façon générale, aujourd'hui, si on a un peu l'habitude de conduire et de faire de l'éco-conduite en voiture électrique, on est finalement pas très loin des chiffres du WLTP. Valentin, ça t'inspire cette nouvelle C3 tu y crois ? Je trouve que c'est une super nouvelle et que c'est d'autant plus symbolique que ce soit Stellantis qui lance la marche un petit peu, qui donne la marche à suivre un petit peu sur le modèle, sur les citadines, pardon. Ça va mettre la pression, clairement, sur les autres constructeurs. Tu l'as cité, Andy, sur Renault, sur le groupe Volkswagen et les autres. Il y a de fortes attentes. Faudra voir exactement ce que ça vaut sur les routes, mais effectivement, c'est hyper prometteur. Et ce ticket d'entrée en dessous des 25 000 euros, c'est une super note. Très bien, écoutez, on va suivre ça de près. Alors la sortie, c'est quoi ? C'est printemps 2024. Je ne saurais que trop conseiller à ceux qui sont intéressés de commencer à regarder un petit peu s'il est possible de passer commande ou de passer une précommande, parce que je crains qu'il y ait une espèce de goulot d'étranglement ou de goulet d'étranglement au moment des commandes et que les délais soient assez longs. C'est un petit peu ma crainte, c'est-à-dire que là on est plus dans l'annonce un petit peu bullshit, on est effectivement dans du concret et il risque d'avoir un rush sur cette voiture et peut-être que la déception viendra à ce moment-là, c'est qu'on va s'apercevoir qu'il y a plusieurs mois, voire plus, d'attente pour avoir sa voiture. Ce qui nous conduit à un sujet diamétralement opposé, en tout cas en termes de technologie, puisque là on va parler plutôt de technologie assez avancée et de voitures électriques haut de gamme. Il s'agit de Tesla. Alors il s'agit de Tesla et de son autopilot, ou FSD pour Full Self Driving, c'est-à-dire la version la plus évoluée de l'autopilot de Tesla.
Et on en parle parce qu'une vidéo a fait un peu de buzz cette semaine qui montre un utilisateur de Tesla Model S dans les rues de San Francisco qui a enclenché l'autopilot et qui se retrouve face à quelques problèmes de fiabilité de l'autopilot puisque à plusieurs reprises la voiture manque percuter des voitures qui sont en stationnement, des voitures qui arrivent en face, et elle grille même joyeusement un stop à une intersection, sans du tout tenir compte de la topographie des lieux. Ce qui est assez inquiétant. Alors la première question qui m'est venue à l'esprit quand j'ai vu cette vidéo, c'est de me dire quand même que c'est un petit peu osé d'utiliser l'autopilot d'une voiture en plein centre-ville. Généralement, c'est plutôt une fonctionnalité qu'on utilise sur autoroute, éventuellement sur route voie express avec des barrières de séparation. Alors moi personnellement, pour ce qui est de mon expérience, j'ai une Tesla avec l'autopilot avec sa version la plus évoluée entre guillemets, parce qu'on sait qu'elle est très bridée en Europe et qu'elle n'est pas du tout au niveau des versions bêta de l'autopilot américain. Et comme beaucoup d'utilisateurs, j'ai pratiquement cessé de l'utiliser parce que c'est assez inutilisable en fait. Ça pose pas mal de problèmes de fiabilité, de confiance. Il y a des faux positifs, c'est-à-dire que de temps en temps, eh bien la voiture ne fait des freinages fantômes parce qu'elle voit des formes sur la route qui n'existent pas. Au moment où elle devrait accélérer, par exemple pour un changement de fil ou pour doubler un camion, elle va ralentir. Donc en fait, on a l'impression qu'elle a du mal à discerner tous les éléments de circulation. Et au bout d'un moment, c'est plus stressant que reposant. Et c'est un petit peu un non-sens puisque théoriquement, quand on met l'autopilot, c'est pour se détendre un petit peu et avoir une assistance à la conduite qui nous apporte une sécurité supplémentaire, tout en restant très vigilant évidemment. Et c'est un peu l'inverse qui se produit, et à tel point que même parfois je le coupe parce que c'est les passagers qui supportent plus les soubresauts de la voiture et son comportement. Ça stresse tout le monde dans la voiture quand ça rend pas les passagers malades. Donc au bout d'un moment, on s'amuse 10 minutes sur l'autoroute à mettre l'autopilot et puis on finit par le couper. Et plus généralement, et c'est un peu la question que je voulais vous poser, messieurs, c'est est-ce que l'autopilot sur lequel l'autopilot ou la conduite autonome sur lequel se focalisent beaucoup de constructeurs est-ce qu'elle est vraiment pertinente? Est-ce que finalement on fait pas fausse route avec ça, sans mauvais jeu de mots? Et est-ce que c'est vraiment une urgence aujourd'hui de concevoir des voitures qui roulent toutes seules? Je sais pas. Moi, j'ai pas la réponse, mais je suis revenu et j'ai été assez largement refroidi par l'expérience Tesla. Alors on dit, je sais que tu as essayé beaucoup de voitures avec ce système, et même si ici on n'est pas tous des spécialistes, mais je sais que quand on a essayé la Volkswagen ID.7 ensemble, tu as trouvé le système assez agréable à utiliser et assez fiable. Qu'est-ce que tu en dis? Non, ce que j'en dis, c'est que j'ai commencé ce métier il y a une petite dizaine d'années, et en 2017, j'étais dans une voiture simulant autonome niveau 4, et on m'a dit c'est en 2023. Bon, on en est à peine à quelques voitures de très grande déception au niveau 2, au niveau 3, au niveau 2, etc. Donc moi, je me dis, si les constructeurs n'y croient pas trop et ont un peu réduit la voilure, c'est que le business model, il n'est pas forcément derrière. D'autant que, pour moi, et c'est peut-être l'aspect le plus choquant de la vidéo, le plus surprenant ou le plus embêtant, c'est qu'on voit nos amis là, qui sont dans la Tesla, la voiture franchit très tranquillement un stop et passe un carrefour, donc sans regarder, etc. Et les mecs ne regardent pas. Et en plus, ils n'ont pas le réflexe de piler comme des ânes pour arrêter la voiture ou désenclencher le truc. Ce qui me fait dire que l'autonomie, ça fonctionne quand même sur l'idée qu'il y a quand même quelqu'un pour pallier au problème. Et que, en fait, le premier truc qu'on va faire dans tous ces cas-là, c'est débrancher le cerveau, dormir, regarder un film, être sur le portable. Je le sais très bien parce qu'on est tous comme ça. Et que s'il faut maintenir la vigilance tout en étant, tout en proposant une option qui sera très chère, etc., je ne vois pas le business model à court terme là-dessus. Bon, moi, j'ai un fils de 2 ans. Peut-être que lui, quand il sera en âge de passer le permis, il y aura effectivement un niveau d'intelligence et de précision suffisant. Mais on ne peut pas se permettre d'être à 95% fiable sur ces questions. On doit être à 99,9999999 pour être à peu près. Et c'est quelque part le miracle. Je sais qu'Elon Musk adore dire que la voiture pilotée par l'humain fait des accidents. Oui, c'est vrai. Mais c'est quand même assez miraculeux quand on est dans la circulation de voir à quel point les gens qui ne se connaissent pas, qui sont peut-être sous antidépresseurs, qui ont peut-être leurs problèmes en tête, etc.,
arrive à circuler sans faire trop de carton, en fait. Et je trouve on ne s'émerveille pas assez de cette capacité humaine. Même si je crois qu'effectivement, ils vont en venir avec les problèmes d'intelligence artificielle, etc. On aura des problèmes. Mais là, à court terme, moi, j'ai l'impression que c'est toujours dans 5 ans. Je suis tombé sur un article d'un magazine concurrent il y a quelques temps qui, en 1995, nous l'annonçait pour 2001. Je continue à penser que c'est un horizon, c'est quelque chose sur lequel ça vaut le coup de faire des recherches. C'est pas pour la semaine prochaine. Elon Musk a cette politique de lancer des choses avant d'être sûr qu'elles soient 100% fiables. C'est la beauté de Tesla, c'est ce qui fait que c'est une marque attachante et intéressante. C'est aussi le défaut du truc, et je crois qu'aujourd'hui, alors oui, sur l'autoroute, il y a les voitures, on a fait dans le 7 qui arrivent à peu près à maintenir la ligne, etc. Mais il y a quand même un freinage fantôme. Voilà, on va avoir une assistance renforcée sur l'autoroute, ça j'y crois à assez court terme, et même on est déjà dedans, avec aussi des choix technologiques différents. Hein. Chez Tesla, on veut pas de lidar, on veut pas de cartographie, c'est un choix osé, on va dire. D'autres constructeurs se débrouillent autrement. Je pense qu'on va vers un horizon assez rapide, on va avoir des autoroutières et des longs trajets assistés. La full autonomie, c'est un truc pour moi qui reste lointain. Alors ça peut apporter une sécurité supplémentaire, notamment en cas de somnolence sur l'autoroute, puisque la voiture va vous prévenir, elle va être vigilante pour vous, elle va vous dire de reprendre le volant, elle va biper, elle va couiner pour vous réveiller, et puis si jamais tout ça ne se produit pas, eh bien elle va finir par se mettre sur le bas-côté, s'arrêter de façon autonome et relativement intelligente pour éviter un accident. Donc en cas de somnolence, le premier conseil en cas de somnolence, c'est quand même de s'arrêter, mais si jamais on est saisi de somnolence entre deux aires de service ou d'un malaise, la voiture peut gérer. Donc ça peut sauver des vies. C'est à peu près un cas extrême. Après, l'usage au quotidien, je ne vois pas bien. En ville, pour l'instant, pour moi, c'est totalement exclu. À part ma Tesla qui me prévient qu'il y a un feu rouge et qui sonne quand le feu passe au vert, c'est sympathique, mais c'est pas ça qui va faire vraiment. Oui, c'est pas mal, mais bon, c'est pas une grande évolution. Et d'une façon plus générale, d'ailleurs, ça rassure un peu aussi, mais c'est un autre sujet, sur l'intelligence artificielle, puisque aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions sur la prééminence de l'intelligence artificielle et sur la possibilité qu'elle pourrait prendre le pas sur l'intelligence humaine. On voit dans des cas d'usage très spécifiques comme celui de la voiture électrique et de la voiture autonome qu'on en est encore très loin et qu'une voiture sera encore très très loin de pouvoir émuler les capacités cognitives d'un être humain, comme tu le disais tout à l'heure, Andy. Valentin, tu as une opinion là-dessus? Ouais, je partage vos avis à tous les deux. Je pense qu'il n'y a pas d'urgence sur le sujet de la conduite autonome. En revanche, c'est à mon sens quand même la continuité logique du modèle automobile, arriver à un modèle conduite autonome, tu le disais, à plus de 90% de sûreté et de fiabilité. Oui, ça me paraît être un modèle vers lequel il faut tendre dans les prochaines années. En revanche, on est encore très très loin. Ça donne envie aussi de rebondir sur ces initiatives aux États-Unis, notamment que ce soit Waymo, la filiale d'Alphabet, ou Cruise à San Francisco. C'est des initiatives de véhicules autopartagés en conduite autonome qui ont été plutôt d'ailleurs rétrogradées là, au cours des derniers mois. La flotte de Cruise, l'État de Californie a demandé à Cruise de réduire sa flotte par 2 à San Francisco. C'était eu trop d'accidents parce que ça crée trop de trafic dans la ville. Ça montre bien qu'on n'est vraiment pas du tout prêt sur le sujet. Alors comme je conclurai avec ça, comme disait un lecteur d'Automobile Propre dans les commentaires, j'ai trouvé ça très intéressant. Il disait quand on parle des freins d'une voiture, on s'attend pas à ce qu'il soit fiable à 99%, c'est-à-dire que vous freinez 99 fois, puis une fois ça freine pas. Voilà, donc la conduite autonome, c'est un peu pareil, ça doit être c'est 100% ou rien. Voilà. Dernier sujet, messieurs, la Volkswagen ID.7. Alors, on en a déjà parlé, et notamment avec Andy, et Andy a fait un essai complet de la voiture qui a été publié sur Automobile Propre il y a 2 semaines. Et donc, on connaît les tarifs de la voiture en France, en Europe, en tout cas en France.
Ils sont pas donnés, hein, puisque c'est une voiture, une berline un petit peu luxueuse, en tout cas statutaire, avec des tarifs qui commencent au-delà de 60 000 euros. Et puis là, on vient de découvrir les tarifs en Chine. Et c'est la douche froide, Valentin. Ouais, bon, alors effectivement, vous connaissez mieux la voiture que moi, vous l'avez prise en main. Moi non, mais j'ai effectivement vu les tarifs sur le marché chinois et ça a de quoi choquer. Hein. Clairement, pour te faire une ID7 en Chine, aujourd'hui, il faudra débourser 30 400 euros, c'est-à-dire plus de 2 fois moins que ce qu'il faut dépenser pour se l'offrir en Europe. Donc, l'écart est monstrueux là. Enfin, je pense que on va le détailler pendant ce podcast, mais il y a très peu de raisons qui expliquent en fait cet écart de prix. Alors effectivement, le véhicule n'est pas produit au même endroit. Il est produit en Europe, en Allemagne, il me semble, pour avoir sur un occidental, donc celle qui va être distribuée sur le marché européen et américain. Elle est évidemment produite en Chine pour celle qui sera distribuée sur le marché chinois. Donc, ok, ça peut expliquer un écart de prix, peut-être pas une simple double. Et une autre quelle différence qui en fait est l'argument plus ou moins mis en avant par Volkswagen, c'est la différence entre les moteurs qui équipent les deux véhicules. Donc on a un moteur de 150 kW, 201 chevaux sur la version chinoise et un moteur donc légèrement plus puissant sur la version européenne qui est de 280 chevaux et 210 kW. Voilà, la différence elle est là. Après, en termes de batterie et d'autonomie, c'est quasiment la même chose. On a le choix entre une batterie 77 kWh ou 86 kWh pour la version européenne et 84 kWh sur la version chinoise. Donc en fait, quasiment pareil. En termes d'autonomie, je crois qu'on doit être aux alentours des 600 km de WLTP sur les deux versions. Donc voilà, tout ça pour dire que entre une version à 30 000 euros en Chine, une version à 62, voire 67, 70 000 euros en Europe, quasiment pas de différence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les constructeurs européens font leur marge sur les clients, sur le dos des clients européens, et puis s'adaptent. On va dire s'adaptent, c'est un mot poli, au marché chinois en divisant leur prix par x2 et même plus que ça doit être le moins, mais je pense que oui. Et quand on regarde d'ailleurs la différence de prix entre D7 en Belgique, au Danemark, en France, en Italie, enfin, dans des pays européens, on a une différence qui est significative aussi. Donc, c'est en fonction du budget moyen, j'imagine, du consommateur. Ce qui est intéressant, c'est quand même d'observer la situation en Chine. Il y a une guerre des prix depuis quasiment un an maintenant en Chine. Ouais. Et Volkswagen, c'était totalement craqué, si j'ose dire, sur sa stratégie pricing. L'ID3 a été proposé beaucoup trop cher, l'ID4 également, et ils ont décidé du jour au lendemain de s'aligner sur les prix chinois et de passer l'ID3 par exemple à 16 000 euros. À partir du moment où ils ont baissé le prix de la compact électrique en Chine, on a bien vu que les ventes se sont accélérées et qu'ils avaient peut-être enfin trouvé le bon créneau, le bon positionnement de prix. Là, ce qu'ils s'autorisent avec une ID7, c'est qu'ils ne veulent pas faire le vrai. Ils ne veulent pas la positionner trop d'être d'écart et attaquer avec un prix qui correspond plus aux attentes des consommateurs chinois. Donc, voilà, effectivement, peut-être que ça peut fonctionner sur le plus gros marché automobile au monde. Maintenant, dans l'esprit des consommateurs européens, ça fait mal quand même. Alors le risque avec cette stratégie, c'est que Volkswagen soit un petit peu au milieu du gué entre deux eaux, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à vendre la voiture en Europe parce qu'elle est trop chère et que les clients européens en plus ne sont pas friands de berline, et qu'ils n'arrivent pas à la vendre en Chine non plus parce que les Chinois aujourd'hui ont une offre très importante en voitures chinoises, qu'ils ont ce côté aussi un peu patriotique qui fait qu'ils vont peut-être préférer acheter chinois, et que d'autre part les voitures européennes, y compris les allemandes et peut-être même surtout les allemandes, font moins rêver en Chine qu'à une époque. Ça traduit un peu de nervosité à mon avis chez Volkswagen, qui a quand même un gros problème en Chine, parce que historiquement depuis 1985 l'arrivée de la Santana, c'était la marque numéro 1 en Chine, et qu'en 2023 ils perdent cette place. Ça va être BYD, donc là, pour la première fois on va avoir un constructeur chinois en tête des ventes en Chine et non pas une co-entreprise entre FAW ou SAIC et Volkswagen. Donc on va dire que la domination qui était du marché chinois, qui était une des grandes cash machines de Volkswagen, elle est un peu en train de se réduire. Ça m'annonce aussi que quelque part l'automobile fonctionne encore par grand bloc géographique. On s'imagine que demain on va avoir des voitures chinoises au même prix qu'en Chine, mais ça n'existera pas non plus, y compris pour les MG, y compris pour les voitures qui vont arriver en import chez nous, parce que
progressivement, je pense que l'offre chinoise, elle va aussi s'européaniser en termes d'équipement, elle va s'européaniser en termes d'exigence de sécurité, elle va s'européaniser en termes de goût, elle va s'européaniser en termes aussi de, peut-être qu'un jour, on aura une usine BYD en Allemagne, je ne sais pas, quelque chose de genre. Et donc, avec les contraintes ou les protections sociales, etc., qui sont en vigueur en Europe. Donc, ça va faire augmenter mécaniquement le prix des voitures et elles seront moins compétitives que ce qu'on s'imagine là aujourd'hui. Je rajouterai un dernier bloc de petite réflexion autour de ça, c'est que en Chine, oui, il y a une guerre des prix assez sévère. On va la voir aussi en Europe et on sent les premiers signaux là, des carnets de commandes qui se vident, parce que là, pendant 2-3 ans, les constructeurs ont dit « Ah, on n'a pas de chip, on n'a pas de micro, on n'a pas d'éléments électroniques pour faire assez de voitures, donc ils faisaient des carnets de commandes, des livraisons de 2 ans, etc., des catastrophes de genre. » Là, on s'aperçoit que maintenant que l'offre elle est à peu près correspondante à la demande, les prix sont tirés vers le bas, plus il y a Tesla qui tire tout le monde vers le bas avec des offres difficiles à battre. Donc on va peut-être avoir aussi une guerre des prix en Europe. Après, là aussi, je mets un haut là. Quand on voit qui voudra aller en Chine chercher une ID7 pour la ramener en Europe avec toute la paperasse qui va avec, etc. Impossible. Personne. Les gens vont se dire, si je prends une ID7, je la prends au prix européen. Qu'est-ce que vous voulez que je m'embête à faire toutes ces démarches? Donc en fait, pour moi, on continue de fonctionner en bloc comme on l'a fait depuis quasiment 100 ans dans le monde de l'automobile, avec la seule différence, c'est qu'il y a un bloc chinois qui n'existait pas avant. Hein. Il y avait en 1980 une voiture pour 6 millions d'habitants en Chine. Aujourd'hui, on est à 25 millions de véhicules en parc sur les dernières années. Donc, il y a un nouveau bloc qui s'est créé, mais finalement, on continue à fonctionner dans une bagarre très cloisonnée entre les différents continents. Et ce que tu dis est certainement vrai au sujet de l'européanisation des marques chinoises. On en a parlé dans le dernier podcast, et en disant justement que contrairement à une idée reçue, les Chinois faisaient pas vraiment du bas de gamme et rentraient sur le marché européen avec des voitures milieu de gamme, voire haut de gamme, très très bien équipées et pas données, puisque on est à part MG qui est un cas un petit peu à part, parce qu'il faut savoir que MG est une marque chinoise, mais j'avais dit un jour, ça avait suscité quelques réactions, que MG était la plus française ou la plus européenne des marques chinoises, ce qui est vrai et je le maintiens. MG est une marque à l'origine européenne et surtout elles sont fabriquées, voilà ce que je veux dire, au standard beaucoup européen, et surtout les MG ne sont pas vendus, mais ne sont pas connus en Chine. C'est un épouvantail. Moi aussi, je suis désolé, j'aime bien le passé aussi parce qu'on apprend des trucs intéressants. Je me souviens dans les années 80-90, quand il y avait Jacques Calvé qui hurlait à peu près toutes les 5 secondes que la concurrence japonaise allait exploser l'automobile européenne si du jour au lendemain on les laissait rentrer sans contrainte, etc. Ce qui s'est passé, c'est une européanisation des voitures japonaises progressive et une entrée sur le marché. Effectivement, ça fait des nouveaux acteurs, etc. Mais je pense pas qu'on arrivera à 80% du marché de voitures chinoises dans 10 ans. Et on sera peut-être à 10%, 15%, etc. Ce qui sera une concurrence supplémentaire pour nos constructeurs européens. Mais ça, je crois pas à une transformation ultra radicale du paysage du jour au lendemain, surtout que l'offre européenne, elle arrive. On en parlait de la LC3 juste avant. On commence à atteindre des niveaux de prix qui deviennent raisonnables pour des véhicules électriques. Ça y est. Finalement, les choses se mélangent. Voilà, je dirais ça comme ça. Un autre élément, alors c'est un élément un peu plus spécifique de connaisseurs, mais j'ai donc un des intervenants sur le podcast, Jean-Christophe Gignac de la chaîne EV, qui m'a interpellé récemment justement quand on parlait des voitures chinoises, en me disant qu'il avait lui eu l'occasion d'essayer des voitures chinoises, et notamment une BYD récemment, et qu'il n'était pas du tout impressionné par la voiture, notamment par ses qualités routières, et par sa vitesse de charge, etc., et qu'il fallait pas trop fantasmer sur le danger des voitures chinoises, parce que finalement, alors on peut pas généraliser non plus, mais non, justement, j'ai eu exactement la même impression. J'ai conduit la BYD Dolphin, qui est malheureusement extrêmement mal amortie et malheureusement extrêmement mal chaussée en pneumatique, et c'est extrêmement dommage parce que c'est une assez bonne voiture sur le reste, plutôt recommandable, mais qui est dans la tenue de route et pour ma part, je dirais aujourd'hui totalement limite dangereuse même. Et c'est sur des éléments qui ne sont pas si chers que ça, ou pas si compliqués que ça à mettre au point. Après, vu la vitesse où va BYD, je pense que dans 1 an, c'est corrigé. Et là, la voiture sera vraiment compétitive. Mais au lancement, pour moi, c'était très insuffisant. Très bien.
Merci beaucoup, messieurs, pour ce récap de l'actualité de la semaine sur la voiture électrique. Bonjour, Yonleu Algas. Bonjour. Vous êtes PDG de DriveEco, l'un des leaders français de la recharge de voitures électriques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'entreprise DriveEco pour commencer ? Oui, déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc, DriveEco, c'est le pionnier français de la recharge des véhicules. On est actif dans cette industrie depuis 2010, donc ça fait plus de 13 ans. Et notre mission est de rendre accessible à tous la mobilité électrique. Notre mission, c'est de construire une société plus écologique à travers la décarbonation des transports. Et c'est pour ça que nous, on propose l'expérience la plus simple. Nous mettons à disposition et développons les réseaux les plus fiables et nous fournissons énergie renouvelable aux véhicules électriques. Donc, nous sommes à la fois investisseurs et opérateurs des stations de recharge et on souhaite contribuer à améliorer le quotidien des Français et des Européens en accélérant le déploiement des infrastructures de recharge électrique pour faire la transition depuis les véhicules thermiques vers les véhicules électriques décarbonés le plus fluide et le plus rapide possible, ce qui s'inscrit déjà dans les objectifs fixés par l'Union européenne, notamment le cadre Fit for 55. Et bien sûr, notre volonté, c'est de travailler pour les conducteurs de véhicules électriques, pour les personnes qui tous les jours doivent utiliser un véhicule pour se déplacer. Et aujourd'hui, à peu près 1,4 million de véhicules électriques ou hybrides rechargeables en France. Notre volonté, c'est déjà de s'adresser à eux avec des solutions économiques et simples au niveau de la recharge. Et après, bien sûr, sur le reste des personnes qui n'ont pas encore fait la transition, de les accompagner avec l'éducation et avec un réseau rassurant qui s'inscrit dans leur quotidien et que voilà, justement, que la recharge ne devient pas un point de friction, mais justement quelque chose de fluide et agréable au passage à l'électrique. Combien de salariés chez DriveEco aujourd'hui ? Donc effectivement, dans quelques chiffres sous DriveEco, donc en termes de salariés, on est à 120 aujourd'hui. On a des bureaux dans toutes les grandes villes de France, donc le siège à Paris, on est à Lyon, à Toulouse, à Nantes, à Marseille, à Strasbourg, et on a une volonté d'aller aussi au-delà des frontières françaises. Donc on va ouvrir 3 pays aujourd'hui, cette année, donc la Belgique, l'Italie et l'Espagne. En termes de chiffre d'affaires, donc l'année dernière, on était sur 25 millions de chiffre d'affaires. Et on est une entreprise rentable depuis 2019. Donc ça fait plusieurs années qu'on a prouvé que d'être un acteur de la recharge électrique et pas seulement un choix, on va dire écologique pour travailler dans une mission qui je considère très noble, mais qui est quand même l'enjeu de l'humanité, c'est comment est-ce qu'on fait mieux demain avec la pollution et tout le carbone et tous les problèmes que ça engendre, mais aussi qu'on peut le faire de façon financièrement rentable, qui est in fine très important si on veut construire quelque chose sur le long terme. Vous êtes pionnier sur le secteur, hein, comme vous l'avez annoncé. La société a été créée il y a plus de 10 ans, je crois, en 2010. Oui. Comment vous est venue l'idée ? Je crois qu'il y a une anecdote assez amusante sur ce point. Oui, effectivement, il y a une petite histoire que je raconte chaque fois parce que effectivement, c'était le déclic pour moi. En fait, je dois revenir un petit peu sur mon expérience professionnelle. Donc, moi, je viens du monde de l'énergie, notamment photovoltaïque. Et en travaillant sur en me déplaçant entre 2 centrales photovoltaïques, vous savez, sont toujours à des endroits assez lointains dans les montagnes ou des endroits comme ça. Donc, en me déplaçant d'une centrale, isolée d'une centrale à l'autre. À l'époque, il n'y avait pas de véhicules électriques, il y avait quasiment pas de bornes non plus. Et justement, j'ai conduisais un véhicule traditionnel, thermique, et je suis tombé en panne. Donc, il faut savoir déjà, une centrale photovoltaïque produit énormément d'énergie. Donc, j'avais déjà beaucoup d'énergie à un endroit. J'allais vers un autre endroit où on produit, pareil, énormément d'énergie, et me voici immobilisé à cause de manque d'énergie finalement. Donc, déjà, le pétrole
c'est mal qu'on en a, c'est encore pire qu'on en a pas parce qu'on est bloqué sur la route. Et c'est là où ça m'est venu l'idée, mais est-ce qu'on peut du coup finalement combiner la mobilité avec une autre source d'énergie qui est pour le coup disponible partout. Donc, il faut quand même rappeler que le réseau électrique, elle est disponible partout, dans nos maisons, dans nos bureaux, dans les supermarchés, donc partout. Et justement, cette nouvelle technologie qui nous permet aussi de décarboner la mobilité. Et c'est là où DriveEco est né comme un projet à l'époque, c'était un projet de recherche et développement où on visait justement à faire en sorte de travailler sur l'ensemble des chaînes de valeur, donc depuis la production de l'énergie jusqu'au déplacement des véhicules, pour créer une plateforme technologique complète qui permet d'accompagner les citoyens dans la transition vers l'électrique. Vos lieux d'implantation, c'est quoi c'est sur les routes, les autoroutes, sur les parkings de supermarchés. Vous visez plutôt la recharge haut débit pendant un trajet, ou plutôt ce qu'on appelle la recharge d'opportunité ou la recharge en temps masqué, c'est-à-dire on recharge pendant qu'on fait autre chose? Alors, on vise les deux. En fait, notre segment, c'est la recharge du quotidien. Donc, le quotidien, c'est quoi? On se réveille le matin, on va au bureau, on va acheter dans un supermarché ou un hôtel. Donc, c'est ça les secteurs qu'on vise. Donc, on est très présent justement dans les magasins agroalimentaires, dans d'autres sites retail comme le mobilier, etc. On est présent aussi dans les parkings d'entreprises, dans les parkings des cinémas, des hôtels. Donc, tout ce qui est une recharge qu'on fait en dehors de la maison, on est présent. Quelle est la puissance typique de vos bornes? Il y a plusieurs puissances, des bornes AC, DC? Oui, c'est ça. Donc, on travaille en fait sur un mix parce que en fait, on parle de recharge d'opportunité, de recharge au débit. En réalité, chaque conducteur a des besoins différents. Et nous, ce qu'on essaie d'identifier pour chaque parking qu'on équipe, quels sont les consommateurs, quels sont le client qui vont venir sur ce parking et pourquoi ils sont là. Donc, si je prends quelques exemples concrets, je vais au supermarché, je vais faire mes courses, je vais passer 30-45 minutes. Donc là, on va être plutôt sur des recharges qu'on appelle de confort, donc c'est-à-dire un temps de recharge un petit peu plus long, parce qu'on a le temps de recharger pendant qu'on fait autre chose. Et d'ailleurs, même je veux souligner le fait que si on recharge pendant qu'on fait autre chose, finalement le temps de recharge il est nul. En fait, ouais, c'est du temps masqué. C'est du temps masqué. On perd pas notre temps en train de faire de recharge. Et après, il y a d'autres besoins. Ça peut être sur le même parking ou qui est proche des grands axes routiers, où là, on va pas s'arrêter pour aller acheter faire ses courses, mais on va être là pour se recharger. Donc là, on va chercher de l'énergie et on va aller chercher l'énergie au débit, c'est-à-dire qu'on a une pause de 10-15 minutes, pas plus. Et là, on a des bornes rapides. Donc, vous voyez sur nos différentes stations, parce qu'on exploite aujourd'hui un réseau de plus de 5000 points de charge, répartis sur à peu près 1000 sites dans toute la France. Chaque site est un petit peu différent parce que ça correspond aux besoins de clients locaux qui vont venir sur ce site. Alors, ça fait donc 5000 points de charge sur 1000 stations. Donc, en moyenne, 5 points de charge par station. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 2-3 bornes par station, à peu près? Oui, c'est ça. Donc, on va dire un mix moyen, comme ça, on peut comprendre plus facilement. On va avoir 2 points de charge 22 et 4 à 6 points de charge rapides. D'accord. Vous avez des contrats? Ouais, vous avez des contrats avec des partenariats avec, par exemple, des enseignes de grande distribution, avec des enseignes avec des pétroliers, je sais pas. Par exemple, est-ce que vous installez des bornes sur des stations-service ou sur des aires de service sur l'autoroute? Comment ça fonctionne?
Alors, donc, on est très présent dans le secteur de la distribution. Ouais. Donc, effectivement, on a un de nos gros partenaires, c'est avec le groupe Carrefour, Oui. parce qu'on équipe tous les Carrefour Market de France. C'est à peu près 600 stations qu'on est en train de déployer. D'accord. Et ça va faire 3000 points, un réseau de 3000 points de charge quand ça sera complètement terminé. Et donc, ces stations sont dans toutes les villes de France, même les petites villes. Donc, c'est vraiment un réseau avec une couverture nationale. Et ce sont des stations dans lesquelles DriveEco a investi. Donc, on est propriétaire et c'est Carrefour qui nous met à disposition son parking pour installer les stations. Mais après, on a aussi d'autres clients parce qu'on a à peu près 700 clients différents. On a des clients de type concession automobile, on a des bureaux, on est le partenaire par exemple d'Airbus pour équiper leur site pour le besoin de recharge de leurs salariés. D'accord. On est dans d'autres groupes type Leroy Merlin, Boulanger, Darty, voilà. Donc il y a voilà, c'est très très mixte les sites sur lesquels vous allez trouver des bornes DriveEco. Alors c'est intéressant ce que vous dites au sujet de vos clients comme Airbus par exemple. Est-ce que vous avez identifié une typologie d'entreprise ou de clients qui est plus demandeuse et sur lesquels il y a plus de potentiel pour installer des bornes de recharge sur les parkings de ces entreprises? Alors c'est plus une philosophie on va dire de gouvernance. Ouais. En fait, toutes ces entreprises sont assez avancés dans leurs critères ESG, donc environnement, social et gouvernance. Et ils ont une forte volonté de baisser leur empreinte carbone de leur parc automobile et même de leur ensemble global. Et donc, ce sont les entreprises qui sont plus en avance sur la question de la recharge électrique. Et donc, c'est ces entreprises-là qui ont déjà franchi le pas. Mais on voit qu'il y a une volonté on va dire globale de la part de tous, donc les politiques à tous les niveaux, aussi les citoyens, aussi les conducteurs, finalement les automobilistes qui eux c'est le client, donc il faut qu'on écoute d'abord le client, qu'est-ce qu'il cherche comme solution de mobilité. Mais on voit qu'aujourd'hui il y a une direction et une route qui est tracée, qui est claire. Il faut décarboner les mobilités, il faut qu'on passe à l'électrique. En 2035, d'ailleurs, on ne pourra acheter que de l'électrique si on veut des véhicules neufs. Donc, on voit très bien le chemin dans lequel on est, enfin, qui est tracé devant nous. Maintenant, ce qui fait la différence, c'est déjà la volonté de la part des propriétaires fonciers à s'équiper en station. Et ensuite, la vitesse d'exécution. Donc, j'insiste bien sur le mot, c'est l'exécution qui va faire la différence. Est-ce qu'on est capable de concevoir des stations robustes qui correspondent aux besoins de chaque citoyen, de chaque client? Est-ce que ces stations, ils sont au bon prix? Ça, c'est très important, que l'énergie qui est vendue aux véhicules électriques, il est au bon prix. Et trois, est-ce qu'on est capable de gérer ou opérer ces stations sous des longues durées, c'est-à-dire 15 ans, voire plus, avec toutes les ruptures technologiques qu'on peut avoir dans le futur. D'ailleurs, on a vu la rupture technologique. Il y a quelques années, on ne parlait même pas des bornes ultra rapides ou 150 kW. Aujourd'hui, c'est une technologie qui est complètement maîtrisée. Donc voilà, il faut être capable finalement d'être à la fois anticipatif, mais à la fois focalisé sur l'excellence opérationnelle, parce que c'est ça qui va faire la différence et c'est ça qui va permettre de répondre aux besoins de chaque personne qui conduit un véhicule. Tiens, à propos de durée de vie, là vous avez parlé donc de rupture technologique concernant les bornes de recharge. Est-ce que vous avez maintenant assez de recul pour évaluer la durée de vie d'une borne de recharge? Ça se remplace ou ça se maintient au bout de combien de temps une borne de recharge? Est-ce qu'elle a une obsolescence? Est-ce qu'à un moment, il faut l'enlever, la recycler et en installer une nouvelle? Alors, donc, il faut faire la distinction entre les différentes technologies. Donc, on a la technologie AC, donc qui est limitée à 22 kW. Nous, on a la particularité chez DriveEco qu'on n'est pas seulement investisseur opérateur, mais on est aussi constructeur d'équipements. D'accord. Donc, la borne 22 kW, c'est une borne qui est 100% DriveEco, conçue et fabriquée aussi en France, à Angers, pour être très précis. Et donc, le premier borne qu'on a installé
de ce type, c'est fin 2016. À Leroy Merlin Beauvais pour être très précis. Donc, s'il y a les personnes qui souhaitent du coup regarder qu'est-ce que ça fait en borne au bout des 7 ans, elle est toujours intacte. On l'a construit justement pour avoir une durée de vie très longue, donc minimum 10 ans. Et sur la borne AC, en fait, il n'y a pas des grandes avancées technologiques. Donc ça, sur cette typologie de produits, on va chercher la robustesse et des équipements qui sont capables d'être là sur la durée et évoluer pas du point de vue extérieur ou équipement, mais du point de vue logiciel, parce qu'on n'a pas parlé de logiciel, parce qu'on n'est pas que de l'infrastructure. Les logiciels, c'est une part très important, mais du point de vue logiciel, un petit peu comme des véhicules connectés, le véhicule, c'est toujours le même, mais le programme qui les gère, il est différent, et c'est ce qu'on fait. Donc, on a la version 10 ou 15 des logiciels qui sont embarqués dans cette borne. Donc, ça, c'est une première technologie. Après, il y a une autre technologie qui est la recharge forte puissance, donc 50 kW, 150 kW ou plus. Et là, on est sur des technologies qui aujourd'hui deviennent matures. Et quand je dis mature, on est sur des systèmes modulaires, c'est-à-dire que l'extérieur de la borne peut rester intact, pareil, sur des longues durées, mais c'est les blocs des puissances qui sont à l'intérieur qui deviennent de plus en plus petits, donc plus compacts. Donc, pour le même volume, on peut ajouter plus de puissance. Et c'est là où on a vu qu'il y avait une grande évolution technologique. Et si je reviens sur la partie évolutivité qui est très importante, c'est les logiciels. Donc, Driveco est également développeur des logiciels, donc logiciels à la fois de gestion de l'infrastructure, aussi des applications vers les conducteurs des véhicules électriques qui les permet de trouver la bonne borne, de savoir si elle est disponible ou non, de connaître le prix, de suivre ses recharges en temps réel à distance, pendant qu'ils font autre chose. Et tous ces logiciels-là, nous, on investit énormément dans la partie technologique pour créer toujours les meilleurs produits, les meilleurs services vers finalement nos clients qui sont à la fois les propriétaires fonciers qui nous font confiance pour installer la station, mais surtout vers le grand public, vers les entreprises de logistique et autres qui vont chercher l'énergie sur nos stations. Donc vos clients finaux, c'est le grand public en fait. C'est le grand public, mais c'est aussi des entreprises, par exemple, de livraison. Donc ça peut être une entreprise qui exploite une flotte de véhicules. Ces flottes de véhicules va devenir électrique. Donc là, ils vont chercher des stations de recharge sur lesquelles venir. Et Driveco, du coup, met à disposition des stations, met à disposition aussi des applications qui permettent de trouver les stations, d'avoir aussi des prix intéressants sur l'énergie, et puis de gérer leur trajet au quotidien. Donc, on va de plus en plus vers des solutions pour aider les flottes de véhicules se gérer et savoir finalement combien d'énergie ils consomment et combien ils payent à la fin de chaque trajet. D'accord, donc vous avez développé en interne des solutions logicielles pour vos clients flotte. Donc là, on parle pas du grand public, mais vraiment des entreprises, à l'image de nombreuses entreprises aujourd'hui qui privilégient la gestion des flottes. Donc vous avez des logiciels qui permettent à un chef d'entreprise de savoir où sont les véhicules, quelle est leur consommation, comment rembourser les frais, etc. Donc qui s'intègrent dans le logiciel de gestion de l'entreprise en fait. Oui, voilà. Donc c'est ça le type de produits sur lesquels on travaille, parce qu'encore une fois, il faut simplifier le passage vers l'électrique. Donc d'avoir plusieurs applications. Déjà, juste pour trouver des bornes, c'est compliqué. Ouais. En plus d'avoir d'autres logiciels qui gèrent la flotte, c'est compliqué. Donc, notre volonté, encore une fois, je le dis, c'est de proposer l'expérience la plus simple. Ça passe aussi par ce type de solutions. Donc, c'est pas seulement une expérience simple en station physiquement, mais aussi dans l'espace digital. Cette expérience qui doit être très fluide. Voilà. On a des solutions à proposer. Donc un opérateur de recharge tel que Driveco est aussi une entreprise très fortement une entreprise logicielle autant que matérielle en fait.
C'est ça. En fait, moi, je résume. En fait, on est sur 3 segments différents. On est dans l'infrastructure. Donc, ça, c'est la partie physique, la borne, l'équipement. Ensuite, on est dans le digital, dans tout ce qui est application, logiciel de supervision, même logiciel embarqué dans la borne. Donc, il faut pas oublier que même dans les bornes, il y a des logiciels. Et après, la partie énergie. Donc, énergie, in fine, il faut se poser la question, quel est notre métier? Notre métier, c'est de connecter un équipement à une source d'énergie et restituer cette énergie à un véhicule. Donc, le côté énergie est très, très important. Nous, on vend des kilowattheures au véhicule et on achète du coup des kilowattheures. Donc, on est complètement dans le domaine de fourniture d'énergie. Et pour ça, nous, on a en interne un fournisseur d'énergie qui s'appelle Driveco Énergie, qui nous permet d'avoir accès au marché de gros, qui nous permet d'avoir des prix d'achat d'énergie maîtrisés, compétitifs et prévisibles sur le long terme. Et ça nous permet d'être du coup compétitifs vis-à-vis de clients finaux. Concernant votre source d'énergie, justement, c'est de l'énergie verte. Vous êtes attentif à ça? Oui, donc sur les stations que les stations dont on est propriétaire et on exploite, c'est une énergie 100% renouvelable qu'on garantit à nos clients. Quel est le prix du kilowattheure si je veux me charger aujourd'hui en tant que particulier sur une borne Driveco? Alors, donc, on a 3 gammes de puissance, du coup, 3 gammes de prix. Ouais. Il y a la borne 22 kW, donc on recharge qu'on appelle confort. Ouais. On est à 30 centimes le kilowattheure. D'accord. On est sur les bornes plus forte puissance, c'est-à-dire 50 kW. Là, on va être sur 49 centimes par kilowattheure. Et après, les bornes 150 et plus sont à 54 centimes. Oui, donc vous êtes dans la moyenne du marché. Vous proposez une carte d'abonnement et une application, hein, même pour les particuliers. C'est-à-dire que je peux avoir ma carte Driveco. C'est un abonnement où on l'achète, ou elle est gratuite? Comment ça fonctionne? Alors, donc aujourd'hui, on a une application, application qui est disponible sur les différents stores. On peut être abonné ou non. À travers cette application, on a accès au réseau et on peut payer à l'acte, ou si on devient abonné, du coup, on peut payer en enregistrant notre carte bleue et du coup, pas devoir le mettre chaque fois et avoir tout l'historique et des factures, etc. Et après, aujourd'hui, on commercialise pas de cartes de recharge, mais c'est une question sur laquelle on réfléchit. Vous grandissez à l'international, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure. Vous êtes présent dans quel pays aujourd'hui et vous visez quel nouveau pays? Alors, donc aujourd'hui, on a à peu près une centaine de points de charge en Belgique. On veut accélérer dans ce pays et on veut installer aussi des stations en Italie et en Espagne à court terme. Et après, notre volonté, c'est d'être présent dans toute l'Europe de l'Ouest. Alors, à titre personnel, Yon, vous me donnez l'impression d'être quelqu'un qui est très penché sur l'innovation, et notamment sur le digital. Est-ce qu'il y a encore moyen d'innover dans la recharge de voitures électriques, ou est-ce que la messe est dite aujourd'hui? Et sinon, à quelles innovations on peut s'attendre? Alors, vaste sujet. Oui, c'est ça, c'est vaste sujet. C'est un sujet du quotidien chez nous. Alors, il y a de l'innovation, je dirais à tous les niveaux. Déjà sur les équipements. Ouais. Alors peut-être on peut pas appeler ça de l'innovation, mais il y a quand même une réglementation. Un sujet réglementaire, c'est que on a la particularité en France sur les bornes AC de pas pouvoir mettre des câbles attachés. Exact. Qui est pour moi quand même une contrainte en termes d'expérience client. On n'a pas cette contrainte dans notre pays, donc ça c'est plutôt un sujet réglementaire, mais ça va dans le sens de l'expérience et je pense qu'il faut faire l'innovation réglementaire là-dessus. Ouais. Et après, il y a encore de l'innovation sur les équipements. Donc les bornes, il faut les rendre plus compactes, plus robustes, plus simples d'utilisation, parce qu'on est quand même sur des câbles qui peuvent être lourds pour le client final. Donc il faut travailler sur des systèmes qui permettent de justement manipuler plus facilement, être plus accessible à plus grand nombre. Et après, sur la partie digitale, il y a des sujets de type interface avec des logiciels de gestion de trajet des flottes. Il y a tout ce qui est lié à la transaction financière. Comment est-ce qu'on peut permettre le client
par exemple, de couvrir le risque de paiement. Donc aujourd'hui, beaucoup des acteurs sur le marché, ils le font en bloquant un certain montant. Et quand le plafond est atteint, en fait, la recharge s'arrête. Donc ça, c'est une innovation sur laquelle il faut qu'on travaille. D'accord. Et ensuite, une innovation qui, là, pour le coup, est complètement nouveau dans le marché, c'est l'interface automatisée avec les systèmes énergétiques. C'est-à-dire de savoir piloter la recharge et les énergies en fonction des signaux marchés, en fonction aussi de l'appétit ou non pour l'utilisateur final de participer à l'équilibre du réseau électrique. Donc là, on n'est pas encore dans le V2G, mais on est quand même dans les équipements pilotables. Ouais. Et après, en notre innovation, ça va être le V2G. Donc, comment est-ce qu'on peut finalement, si on regarde les batteries, ce sont finalement des batteries mobiles sur rue, les voitures. Si on a un autre regard sur le véhicule, comment est-ce que ces batteries peuvent participer à la sécurisation et à l'autonomie énergétique d'un territoire en rechargeant pendant les périodes, on va dire, creuses et devenir du coup producteurs d'énergie, donc envoyer leur énergie dans la maison ou sous les réseaux lors de besoins de pointe. Voilà. Donc ce sont plein d'innovations encore à faire sur ces secteurs. Vous avez un partenariat avec Object, donc on est un petit peu aussi dans le domaine de l'innovation. Alors Qu'est-ce qu'ils font et en quoi ça consiste exactement ce partenariat? Alors Object, donc il y a plusieurs niveaux. Donc déjà nous on a souhaité ouvrir notre réseau à plus d'opérateurs de mobilité électrique que JREV peut proposer. Donc donc là, notre réseau maintenant, il est sur JREV et sur Object, ce qui permet de couvrir tous les opérateurs de mobilité, donc tous les clients. Ensuite, il y a un grand enjeu sur la partie plug and charge. Donc, plug and charge, c'est quoi? C'est-à-dire, je vais pas m'authentifier et payer sur une application ou à travers un badge, mais c'est le véhicule qui devient le portefeuille, on va dire que ça, le wallet. Donc, c'est le véhicule qui dialogue directement avec l'infrastructure. Et donc, on a besoin, nous, clients, juste brancher le véhicule à la borne et tout le transaction, que ce soit énergétique ou financière, passe à travers le câble. Et finalement, on complètement dématérialise le côté accès et paiement de la recharge. Alors, pour bien comprendre ce plug and charge, parce qu'il y a souvent des confusions, et c'est une confusion que j'ai fait moi-même récemment, si vous dites c'est la voiture qui devient le mode de paiement, qui devient le portefeuille, ça veut dire qu'à un moment, il a quand même fallu s'identifier en tant que personne liée à cette voiture et dire que c'est ma banque qui va payer au final. Donc c'est quand même, même si la voiture est identifiée comme tiers de transaction, on va dire, il y a bien un moment où il a fallu que je rentre un moyen de paiement. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, plug and charge, c'est un terme qu'on utilise parfois dans des mauvais cas. En tout cas, le concept est le suivant, c'est je utilise un véhicule, donc soit l'achat, soit location. Je suis le conducteur et je souhaite que le véhicule accède à l'énergie à travers un réseau. Donc, je m'enregistre sur un service qui me permet d'accéder à ce réseau, sauf que ce service-là, il est embarqué dans le véhicule. C'est ça. Et donc, du coup, le véhicule, il connaît mon identité, il connaît, on va dire, je l'ai connecté à un compte bancaire parce qu'à la fin, il faut qu'il y ait quand même une transaction financière. Et lorsque le véhicule se branche à l'infrastructure, il y a un dialogue entre les deux et ça permet la borne délivre l'énergie et le véhicule délivre, on va dire, le paiement. Voilà, si je simplifie. Ok, oui, c'est ça. Alors, vous faites partie des Happy Few, on va dire, qui ont levé 250 millions d'euros l'an dernier, ou même, oui, non, c'était l'an dernier. Cette année. Ah oui, cette année, au printemps, oui, c'est ça. Printemps 2023. Quelles sont vos priorités d'investissement quand vous êtes allé chercher cet argent? Vous les mettez où, ces priorités d'investissement? Le développement du réseau, du recrutement, de la recherche et développement?
Alors, donc, en étant investisseur opérateur de stations de recharge, il faut qu'on ait les moyens pour, concrètement, acheter les bornes, les installer et les exploiter. Ouais. Donc, la majeure partie des capitaux vont aller dans l'investissement dans le réseau électrique. Une autre partie, beaucoup plus minoritaire, va aller dans le renfort de notre avancée technologique. Donc, on a parlé de l'innovation tout à l'heure. Ouais. Et après, effectivement, il faut qu'on grandisse aussi l'équipe parce qu'il y a un un réseau qui grandit. Donc, il faut savoir l'exploiter. Il faut savoir proposer des nouveaux services. Donc, on investit aussi dans les équipes sur tous les domaines. Donc, que ça soit du business development à l'opération, à l'exploitation ou produit ou digital. Donc, toutes ces différents métiers sont au sein de DriveEco. Donc, on cherche bien sûr des talents pour nous accompagner vers notre objectif qui est de proposer à horizon 2030 60 000 points de charge en Europe. Qui sont vos principaux investisseurs? Ce sont des banques, des groupes financiers, ou est-ce qu'il y a aussi des entreprises technologiques, des entreprises industrielles? Alors, on a 2 fonds d'investissement, tous les 2 d'un fonds infrastructure et des fonds ESG. Donc, voilà, je suis à titre personnel très content que j'ai des investisseurs qui ont exactement la même vision, c'est-à-dire investissement dans les infrastructures. Donc, les bonds, ce sont des infrastructures long terme. ESG, c'est-à-dire qu'on est là pour avoir un impact positif sur la société et sur la planète à travers des solutions de décarbonation, donc le côté environnement, le côté social. Donc, on est très attentif à l'équilibre homme-femme, à être certain que aussi les rémunérations sont alignées. Et après, en gouvernance saine. Donc, gouvernance saine, c'est on va pas, par exemple, pas travailler avec des entreprises qui ne respectent pas les lois locaux, par exemple. D'accord. C'est une dernière question. Ça concerne le développement de DriveEco. Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez aujourd'hui pour vous développer? C'est quoi? C'est la concurrence? C'est trouver du foncier? C'est la technologie? L'approvisionnement en énergie? Les prix? C'est quoi? C'est un peu tout ça? Oui. En fait, oui, c'est un peu tout. On est effectivement sur un marché concurrentiel, mais ça c'est normal. On est sur un marché en pleine évolution, donc il faut être capable d'évoluer, adapter sa technologie. On est sur un marché où effectivement le foncier, c'est au-delà. Si j'enlève la partie énergie, le foncier, c'est quand même la matière première, c'est-à-dire que si on n'a pas des fonciers sur lesquels installer des stations, du coup, on peut pas proposer la recharge à nos clients. Donc, on travaille sur tous les segments, mais on a une équipe qui est très expérimentée, qui travaille dans l'énergie depuis longtemps, qui travaille aussi dans le digital depuis longtemps. Et moi, quand je regarde le marché, ce que j'essaie toujours de comprendre, c'est qu'est-ce qu'il souhaite le client, comment est-ce que je m'adapte mieux à ses besoins. Et je considère que tous les concurrents doivent se poser les mêmes questions et se dire comment est-ce que collectivement, on est tous engagés dans cette transition qui est la décarbonation de la mobilité. Quel est le rythme de croisière de DriveEco en termes de nombre d'ouvertures de points de charge par an? Vous en ouvrez combien de nouveaux par an? Alors, on est sur un rythme donc on a des objectifs de à peu près 2500 points de charge, on va dire, par an cette année. À terme, en rythme de croisière, on va peut-être être sur 5 à 7 000 points de charge ouverts par an. Ça veut dire que en une année, maintenant, pratiquement d'ici à l'horizon de 2025, vous serez capable de doubler votre nombre de points de charge par rapport à l'actuel. Oui, exactement. D'ailleurs, je parlais des 5 000 points de charge qui sont ouverts aujourd'hui. Il y a encore 3 000 qu'on a sécurisés qui sont en cours de construction, donc ils vont être ouverts prochainement. D'accord. Et après, les autres, effectivement, il faut les chercher avec des partenaires, avec des groupes fonciers, avec des retailers, avec des entreprises ou des gestionnaires de flottes d'entreprises. Donc, voilà. Donc, tout ça, c'est le travail de acquisition, on va dire, foncier. Et après,
par la suite, il faut aller chercher les clients finaux, c'est-à-dire ceux qui vont venir se recharger sur nos stations. Donc, on a des équipes qui travaillent sur, bien sûr, l'intégralité de domaines, parce que, comme je disais au début, on agit sur toute la chaîne de valeur, donc ça, c'est important, qu'on a des experts sur chacun des chaînes, depuis l'approvisionnement en énergie au service client. Très bien, Johan. Merci beaucoup. J'ai une dernière question que je pose à tous mes interlocuteurs, mais je crois que je connais la réponse. Est-ce que vous roulez vous-même en voiture électrique? Alors, je roule en voiture électrique. Depuis longtemps même, je crois. Voilà, on a un des premiers Renault Zoé, juste pour les petites histoires, c'est nous qu'on l'avons acheté pour l'entreprise. D'accord. Et effectivement, moi je l'ai fait par besoin, on va dire par conviction, mais aussi moi je souhaite que tous les salariés de DriveEco ils ont l'expérience de qu'est-ce que ça veut dire conduire en électrique. Pour moi, c'est extrêmement important de se mettre dans la peau de client final et comprendre ses difficultés, parce que c'est comme ça qu'on propose des bonnes solutions. Très bien, merci beaucoup Yohan Leeuw Aldoas. Je rappelle que vous êtes le CEO de DriveEco, l'un des leaders français de la recharge. Merci beaucoup. Merci Eric, à bientôt, merci. Beaucoup de contributions et de questions cette semaine encore au standard du groupe WhatsApp du podcast. Je ne réponds pas à toutes car certains commentaires n'appellent pas de réponse mais sont tout simplement des précisions ou des compléments sur des différents sujets que nous abordons. Pour d'autres, je laisse d'autres contributeurs répondre à ma place car ils le font mieux que moi. Écoutez, c'est très instructif. Bonsoir à tous, bonsoir Eric. Très bon podcast qui a duré un peu plus d'une heure si je ne m'abuse. Ça peut paraître un peu long mais il y avait quand même pas mal d'informations dedans. Quand vous avez parlé un peu des marques chinoises, il y a un petit amalgame qui se fait avec les groupements de constructeurs chinois qui ont racheté des constructeurs automobiles occidentaux et des constructeurs purement chinois, même très récents comme BYD. Et il ne faut pas tout mélanger, c'est-à-dire que il y a des constructeurs chinois qui font développer leurs véhicules en Europe pour l'Europe, comme Geely, avec des équipes 100% européennes. Et d'ailleurs, le groupe SAIC l'a très bien compris avec MG Motor, où ce sont la plupart des gens qui ont travaillé dessus, des anglo-saxons qui ont bossé sur le développement et la validation du modèle. C'est d'ailleurs, je pense, la raison pour laquelle la MG4 est aussi aboutie. Et j'espère que les futurs MG seront du même acabit, bien entendu. Mais il ne faut pas tout confondre. Et on peut très bien avoir des véhicules fabriqués en Chine et de très bonne facture. D'ailleurs, Geely l'a fait avec la Volvo S90 qui était fabriquée dans son usine de Shanghai, si je ne dis pas de bêtises, et les Tesla qui sont aussi fabriqués à Shanghai. Donc il faut éviter un peu les amalgames et être un peu plus précis quand on parle de véhicules d'origine chinoise. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite à tous une bonne soirée et un très bon dimanche. Salut. Alors, j'ai une question concernant les moyens de recharge à domicile. Aujourd'hui, il y a en France en tout cas 3 possibilités pour charger à la maison. Et en fait, il existe la prise P17 qui est pas légale pour recharger son véhicule, alors que elle existe dans les campings, sur les ports aussi de plaisance notamment. On la voit aussi à d'autres endroits quand on commence à regarder un peu. Et donc la législation ne permet pas de recharger à domicile avec ces prises, alors qu'il existe des prises P17 qui sont sécurisées en fait, qui empêchent l'électricité d'être présente via un disjoncteur et un interrupteur qui se met en route au moment où on branche la prise. Donc voilà, donc je voulais savoir si il y avait si quelqu'un avait à sa connaissance en tout cas la possibilité d'une avancée dans la législation concernant ces prises, parce que c'est quand même une solution moins onéreuse qu'une borne de recharge et plus intéressante qu'une prise classique et que les prises Green Up qui, au-delà de certains modèles de véhicules, sont un peu justes.
Voilà, donc si quelqu'un a des réponses concernant de possibles avancées concernant ce mode de recharge. Voilà, merci. Oui, bonjour Christophe. Alors je reviens sur un sujet là qu'on alimente régulièrement là. C'est alors est-ce qu'un particulier peut installer une borne chez lui? Est-ce que la P17 est autorisée? Voilà. Alors il y a beaucoup de gens qui mélangent deux choses. Ils mélangent la technique et le juridique. Alors moi je me permets de parler de ce sujet-là parce que notamment à travers mon business, on forme les électriciens RDE, donc on est un peu censé connaître les normes et la réglementation. Alors, ce que dit la C1500, qui est une norme d'application obligatoire en domestique, alors c'est vrai que c'est pas rigolo, c'est obligatoire, c'est-à-dire que ça peut être coercitif en cas de problème, c'est que toute prise inférieure à 32 ampères doit avoir des obturateurs. C'est pour ça que la P17 n'est pas autorisée. Alors, pour certains, ça paraît débile, parce que les P17, on en a partout dans les campings, on en a partout sur les places de marché. Mais en fait, la C1500, elle a des domaines d'application, domestique, camping, place de marché. Et en fait, si vous mettez une prise sans obturateur dans votre maison, vous ne respectez pas la C1500. Bon, on va dire que c'est pas foncièrement un problème, parce que vous pouvez rouler à 138 sur l'autoroute. Le seul souci, c'est que là, c'est le même sujet, c'est que si demain vous avez un accident qui touche bien sûr l'obturateur, c'est clair que si votre insert de cheminée met le feu à la maison, l'assureur, il va pas venir voir si votre borne était conforme. Mais admettons que vous ayez une électrocution, ce qui serait bien sûr terrible. Si d'aventure un électricien vous a posé une P17 sans obturateur, vous serez très embêté à double titre. Évidemment suite à l'accident, mais surtout juridiquement parlant. Donc aujourd'hui c'est comme ça. Alors certains disent que c'est du protectionnisme, oui peut-être. On serait bien les seuls à pas en faire. Mais en tout cas c'est ça. Donc la fameuse borne Tesla, elle est à câble attaché, donc sans obturateur. Et les fameux montages là, qui ont été soi-disant validés par des bureaux de contrôle. Alors moi, j'attends toujours le courrier officiel de ce truc-là. Je sais pas qui c'est qui a fait ça, parce que ça me paraît quand même surprenant qu'un bureau de contrôle déroge à la C1500. Ça reste des bricolages. Bon, moi maintenant, pourquoi pas. Il y en a tellement. J'ai fait beaucoup d'installations chez des particuliers. J'ai vu des installations dans un état tellement lamentable que, à la limite, ça m'aime pas beaucoup. Maintenant, acheter une Tesla à 60 000 euros dans une maison qui vaut 600 000 et aller prendre un risque pour gagner 500 euros, je trouve ça un peu dommage. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut, quoi. En tout cas, moi, je suis pas là pour vendre. Je suis pas là pour vous dire qu'il faut à tout prix passer par un électricien, mais c'est quand même une assurance. Le jour où vous avez un pépin, c'est clair que si ce pépin il touche une modification de votre installation et que vous n'êtes pas capable de produire une facture avec une décennale en face, l'assurance, je dis pas qu'elle va pas vous assurer, mais elle va certainement retirer quelque chose. Ça c'est du vécu. Moi j'ai des clients qui sont trouvés dans ces cas-là. Voilà. Maintenant, moi personnellement, je suis ingénieur électricien et je pourrais très bien installer la borne moi-même. Mais comme j'ai pas de décennale, chez moi je l'ai pas fait. Je suis passé par un élec pour avoir une facture et une décennale. Après, maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Par contre, ce qui m'agace un peu, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, notamment sur les forums, interviennent et écrivent n'importe quoi, mais on n'assume pas les risques derrière. C'est-à-dire qu'ils vont faire des conneries par des gens extérieurs. Et puis ces gens-là, ils vont se retrouver bien embêtés. Voilà, c'est ça qui est dommage. Donc souvent, j'interviens pour dire oui, la C1500 elle est obligatoire. Oui, vous pouvez installer une borne, mais vous prenez le risque. Et oui, l'obturateur est obligatoire, c'est du protectionnisme, mais c'est comme ça. Après, ceux qui hurlent haut et fort, ils ont qu'à monter au créneau et faire publier un décret ou une modif de la C1500. Donc là, c'est sur la partie copro. Alors, le vrai problème, c'est que les gens qui ont rédigé ce fameux, c'est un article de la loi LOM, le droit à la prise. Comme d'habitude, ils n'étaient pas dans la vraie vie, ces gens-là, et ils ont imaginé un process qui pose problème, parce qu'en fait, pour faire une vraie demande, alors déjà, il y a tout un processus qui est expliqué là dans le guide de l'AVER que je vous ai mis. Il y a également un guide Enedis, mais globalement, on y reprend les mêmes éléments. C'est que vous avez un process à faire, donc il faut que vous fassiez une demande officielle auprès de votre propriétaire ou du syndic selon les cas. Et cette demande, elle doit être circonstanciée, c'est-à-dire que vous devez expliquer ce que vous devez faire et vous devez joindre des éléments que vous n'aurez forcément pas si vous n'avez pas fait venir l'installateur et fait faire de devis. Le problème, c'est que tous les installateurs dont j'ai fait partie à une époque, ils ont tellement fait de devis pour rien qu'aujourd'hui, personne ne veut les faire. C'est logique parce que
on bosse pas pour rien en France. Enfin, il y en a peut-être qui le font, mais c'est pas une bonne idée. Donc en fait, quand quelqu'un vous appelle en vous demandant, par exemple, le schéma électrique de l'installation, vous le donnez jamais. En phase de vie, vous n'allez pas donner des éléments d'étude en phase de vie, surtout gratuitement. Donc du coup, vous avez 9 chances sur 10 que votre demande elle soit en fait non recevable. Donc c'est pareil, hein, utiliser des avocats. Là, j'ai vu quelqu'un parler d'un conseiller juridique. Franchement, moi je vous le déconseille de faire ça parce que c'est pas l'avocat qui va vous faire un schéma électrique. Donc il va vous faire une demande et cette demande elle va être rebootée directement. Ou alors il y a un truc très facile pour s'échapper, ce que font les bailleurs, hein, c'est qu'ils disent qu'ils vont mettre en place une infrastructure collective, genre Enedis, colonne horizontale, ou par un opérateur, The Plug, Watt, Park and Plug, enfin voilà. Et ça c'est facile parce que ça boîte en touche. Hein, ils vous répondent on va faire une installation collective. Ils oublient juste de vous dire qu'ils vont la faire en 2028. Et derrière, eh ben, vous attendez. Voilà. Donc en fait, je veux pas inquiéter ceux qui sont dans ce cas-là, mais effectivement, vous pouvez tenter le dialogue. Si le dialogue est très fermé, parce que le problème, si vous allez voir un propriétaire et qu'il doit faire des travaux dans une partie commune et donc sortir de l'argent, bon courage, quoi. Hein. S'il veut pas les faire, c'est que déjà il a une bonne raison pour voilà. Donc le dialogue, ça peut être quelque chose. Après, suivez bien les process là. Et puis derrière, eh ben il y a des fois des retournements de situation, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui changent d'avis, ou sinon ça bloque. Et là, quand ça bloque, eh ben si vous avez 3 ans devant vous et envie de vous fâcher avec tous vos voisins, faites ça. Sinon, ben soit vous chargez. Enfin, je vois la personne qui est sur Lyon. Évaluez vraiment votre besoin parce que honnêtement. À part un taxi ou un VSL ou quelqu'un qui fait vraiment beaucoup de kilomètres, la borne, on peut arriver à s'en passer, soit en chargeant sur le réseau Isulia, qui est quand même assez ouvert, soit en sortant de Lyon, vous partez dans le sud, vous arrêtez à Chasse-sur-Rhône, vous allez chez Unity. Voilà, vous pouvez... alors c'est vrai que de vous donner la réponse de dire passez-vous de la borne, ben quelquefois... Enfin moi, c'est ce que j'ai conseillé à certains clients. Hein. Ils ont abandonné, ils ont changé de copro ou alors ils sont passés d'une borne et ils attendent qu'une infra collective soit mise en place. Ce truc de droit, faut savoir. Enfin, si vous regardez les cibles à devenir, vous verrez que la part des cibles accordées aux copros, elle est relativement faible. C'est-à-dire que depuis 2016, on a plus posé de bornes sur la voirie, sur les entreprises qu'en copro. Bah, il y a bien une bonne raison, c'est qu'en fait, c'est un marché qui est très complexe et qui est peu rentable pour les installateurs. Oui, bonjour, Manidi de La Réunion. J'ai une observation à faire et une question à poser. La première observation concerne en fait le traitement des essais des véhicules électriques en règle générale. Ce que je constate, c'est que la presse numérique m'a l'air plus pointu dans les essais. Je prends l'exemple de Frandroid du Numérama, dans les essais de véhicules électriques, en comparaison à la presse automobile traditionnelle où ils ne font en fait que ils ne traitent les véhicules électriques exactement comme les véhicules thermiques. Et ils ne vont pas au-delà des spécificités que représentent les véhicules électriques. Et ma question, elle concerne en fait le monde en fait de l'électrique en général. Ce que je constate, j'imagine que au niveau des conducteurs des véhicules électriques, précisément au quotidien, il devrait avoir, j'imagine, autant de conductrices que de conducteurs. Or, ce que je me rends compte, c'est que dans tous les domaines, que ce soit les intervenants, les journalistes, les youtubeurs, il s'agit là d'un monde quasi exclusivement masculin et il n'y a quasiment aucune présence féminine. Je prends pour contre-exemple la chaîne YouTube anglaise qui s'appelle Electrifying, où les personnages principaux sont des femmes. Et je suis vraiment étonné par cette absence en fait dans le milieu de l'électrique ici chez nous en France. Oui, bonjour Manedi, merci pour ces remarques, encore une fois très pertinentes. Alors concernant les essais automobiles,
En effet, il y a aujourd'hui un peu deux écoles, on va dire. L'école des médias traditionnels de l'automobile, qui sont des médias historiques, qui existent depuis longtemps, et qui ont fait peu à peu leur adaptation et leur mise à jour à l'électromobilité, non sans difficulté parfois, et même encore aujourd'hui. Et puis d'un autre côté, il y a les sites qui viennent de la presse tech, et je les connais bien puisque j'en viens aussi à l'origine, qui ont pris le sujet de la voiture et par le biais de la technologie, c'est-à-dire la voiture électrique, la voiture connectée, la voiture autonome, etc., et qui s'acculturent peu à peu à ce monde qui est nouveau pour eux. Ils le font très bien, pour la plupart, avec beaucoup de talent, et notamment effectivement chez Frandroid et compagnie. Nous, on essaye chez Automobile Propre d'être un peu entre les deux et d'avoir un peu le meilleur des deux, c'est-à-dire en même temps des journalistes automobiles qui ont une culture automobile, une vraie culture automobile, et qui ont essayé des voitures et conduit des voitures bien avant que la voiture électrique n'arrive sur le marché. Et puis d'un autre côté, un angle aussi tech, très technologique, avec une approche originale des essais longue durée, des essais sur l'autonomie réelle des voitures, et puis évidemment tout l'aspect technologique des voitures qui est régulièrement mis en avant. Voilà pour cette première partie. Pour la deuxième partie, concernant effectivement la prédominance écrasante des hommes dans ce milieu et dans ces métiers, malheureusement on n'y peut pas grand-chose. J'ai déjà répondu, on en a déjà parlé dans un commentaire précédent sur le podcast. Nous, on essaye de féminiser notre équipe, c'est pas évident. Je peux annoncer qu'on aura prochainement une collaboratrice, une contributrice féminine sur le podcast, avec une rubrique particulière, et qui sera pas une rubrique typique de femmes et automobile, mais non, une rubrique professionnelle, et donc ça devrait arriver d'ici la fin de l'année ou début de l'année prochaine, et puis on va essayer de continuer dans cette voie. Voilà. Bonjour, monsieur Éric Dupin, moi c'est Roman, bientôt 40 ans, j'habite à Metz en Lorraine, et par rapport à cette région de France, actuellement les températures se font de plus en plus hivernales, froides, avec comme conséquence des routes enneigées et parfois glissantes. Et du coup la question est la suivante, dans un véhicule électrique, pour favoriser au mieux la motricité et l'adhérence sur route glissante, vaut-il mieux privilégier un mode de régénération puissant ou à contrario le plus faible mode de régénération possible? Alors sachant que sur les Tesla, dans tous les cas, le mode de régénération est unique, hormis sur les derniers km/h, même si sur l'Highland, c'est d'office de facto en mode serrage. Mais pour les véhicules disposant à minima d'un mode B ou de différents degrés de régénération réglables, vaut-il mieux privilégier une régène forte ou plutôt une régène faible pour favoriser la motricité? Si vous avez la réponse, je vous en serai gré, et d'ici là, bonne et longue route à tous. Salut! Bonjour Roman, et merci pour cette question pratique. Alors je ne suis pas allé consulter les spécialistes de la question, mais je vais vous faire une réponse de bon sens et d'utilisateur. Alors déjà sur les Tesla, notamment le modèle 3, il y a encore des modèles, les versions 2019, de 2019 à 2021, qui ont l'option qui permet de régler la puissance du frein régénératif. Donc on a deux position normale et position fort, ou je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. Et donc on peut choisir. Moi ce que je fais, c'est que quand je fais des road trips et que je prends les routes nationales, départementales et les autoroutes, je mets la régénération faible, parce que ça me permet d'avoir une espèce d'effet roue libre qui me permet je pense, et je l'ai déjà dit, d'optimiser ma consommation. C'est aussi le mode pour lequel j'opterais si je devais rouler sur une chaussée glissante ou sur la neige, parce que je pense que tout simplement avec la régénération un peu forte, si vous faites un lever de pied un peu brusque en entrée de virage, vous risquez d'avoir un transfert de masse, même si la voiture corrige d'elle-même, mais qui risque de pas être très agréable. C'est-à-dire que la voiture veut peut-être partir un petit peu en sous-virage, et d'un coup l'arrière va partir et va essayer de vous rattraper. Donc je conseillerais vraiment de rester en régénération faible. Voilà, donc je ne sais pas ce que conseillent les autres, mais en tout cas c'est ce que je ferais, et c'est ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire essayer d'une façon ou d'une autre de limiter les effets du frein moteur quand on est sur une chaussée glissante. Voilà. Oui, bonjour, Johan de Laval. J'ai beaucoup aimé l'interview du du spécialiste du recyclage des voitures en fin de vie, et ça me fait penser à une question pour les prochains invités du podcast, les prochains invités qui seront responsables
de marques, comme on a eu récemment Jeep ou d'autres qui sont passés au podcast. Il a été dit que 95,6% de la masse d'un véhicule était recyclée. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est dans les voitures neuves, quelle est la masse de produits qui vient du recyclage. Est-ce qu'ils achètent que de l'acier neuf, du plastique neuf, ainsi de suite, ou est-ce qu'il y a une part du poids d'un véhicule neuf qui est issu du recyclage et qui reviendrait donc en fait du spécialiste qu'on a entendu précédemment dans le podcast. Et ben merci s'il y a la possibilité de poser cette question aux prochains invités qui viendront dans le podcast. À bientôt. Bonjour Johan, merci pour la question. Alors le responsable de la société que j'ai interviewé la semaine dernière, Monsieur Godot de la société Indra, qui est le leader français du recyclage automobile, nous expliquait que dans leur process, en fait, ils travaillent déjà avec les constructeurs automobiles au moment de la conception et de la construction des voitures, ce qui pourrait répondre en partie à ta question. Pour le reste, je n'en sais pas plus, mais je ne manquerai pas de poser la question lorsque j'aurai l'occasion de rencontrer d'autres spécialistes du sujet. Merci. Bonjour Eric, bonjour à tous les auditeurs du podcast, Jean-Christophe d'Arcachon. Je voudrais juste rebondir sur un commentaire qu'a fait Sébastien dans le dernier épisode du podcast, où il disait que Easivia c'était quand même mieux que Total. Je voudrais juste dire que je trouve personnellement que Total a fait des gros efforts, qu'aujourd'hui sur l'autoroute ce sont les stations de recharge les mieux équipées, il y a beaucoup de bornes, il y a toujours un toit, des raclettes, des poubelles, même des aspirateurs, etc. Et surtout, au niveau fiabilité, depuis que Total est passé des bornes EV-Box aux bornes Alpitronic et ABB, c'est beaucoup mieux. En tout cas, de mon expérience, c'est beaucoup mieux. Et j'ai eu confirmation d'un modérateur de ChargeMap qui me dit qu'effectivement, lui, il voit beaucoup moins de messages négatifs passer à propos de Total. Et moi, personnellement, actuellement, j'ai beaucoup plus confiance dans une station Total, d'autoroute en tout cas, qu'une station Unity, par exemple. Voilà. Bonne journée. Bonjour, Jean-Christophe Gignac du bassin d'Arcachon. J'ai une question à poser à toi, Eric. Le protocole WLTP calcule l'autonomie des voitures en les faisant rouler sur des rouleaux. Et du coup, comment est-ce possible d'arriver à un chiffre précis sans prendre en compte l'aérodynamisme de la voiture et le poids, etc. Parce que rouler sur des rouleaux, ça ne fait pas jouer l'aéro. Comment ça fonctionne? Je me suis toujours posé cette question. Et une personne qui est à côté de moi, qui s'appelle Alex, se pose la même question. Donc si tu as la réponse, elle est la bienvenue. Merci à tout le monde. Salut Jean-Christophe et merci pour toutes ces questions. Bientôt, il va falloir créer un canal spécialement pour toi si ça continue. Alors concernant les tests de WLTP, en fait, bien qu'ils soient effectués en laboratoire, effectivement sur des rouleaux, ils tiennent compte de l'aérodynamique et du poids de la voiture de façon assez réaliste. Alors pour l'aérodynamique, d'après mes renseignements, les tests WLTP tiennent compte de l'aérodynamique en utilisant un coefficient de résistance aérodynamique spécifique au véhicule. Donc ça, c'est basé sur des mesures réalistes qui sont réalisées en soufflerie ou par simulation numérique. Donc effectivement, maintenant, il y a beaucoup d'intelligence, enfin, je ne sais pas si c'est l'intelligence artificielle, mais oui, on peut en parler, et d'algorithmes qui permettent de simuler l'utilisation réelle d'une voiture. Donc ça représente la résistance à l'air. Et le test simule les différentes vitesses de conduite et ça prend aussi en considération l'effet de la résistance au vent et sur la consommation. Concernant le poids, c'est pareil, il y a des capteurs de poids, le poids est pris en compte dans les tests WLTP, donc les voitures sont testées à différentes charges et avec différents scénarios de conduite. Il faut savoir aussi que certains modèles sont pris aléatoirement pour faire des tests réels, grandeur nature, sur la route. Donc en fait, avec toute cette batterie de tests, on s'approche vraiment de la réalité. Alors c'est des tests qui sont en laboratoire, ils reproduisent pas parfaitement les conditions réelles de conduite, mais en intégrant des éléments comme l'aérodynamique et le poids dans les calculs de cycle de conduite, eh bien les tests WLTP sont de plus en plus réalistes. Voilà ce qu'on peut dire sur les tests WLTP. Bonsoir, je pense qu'on a tous été confrontés un jour ou l'autre à la bêtise humaine, mais c'est vrai que le véhicule électrique dans son ensemble cristallise un peu cette débilité, si je puis dire, et moi j'en ai fait les frais parce que
Quand j'étais technicien d'essai véhicule, j'étais le seul intéressé par l'électromobilité et les véhicules électriques, donc c'est bien parce que mon chef il pouvait compter sur moi pour faire les essais sur ces types de véhicules, mais souvent ouais, j'étais l'objet de railleries, etc. Et moi ce que je faisais par contre-pied, c'est que du coup à chaque fois qu'il y avait une thermique qui rentrait, je pestais parce que je disais ça pue, je toussais, je faisais en sorte qu'ils mettent l'aspiration le plus tôt possible pour les gaz d'échappement, j'aérais en grand les portes de l'atelier, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, tant pis pour eux, au moins pour leur faire comprendre que leur machin il pollue, alors que le VE on peut le rentrer dans l'atelier, on peut le brancher et tout, et on peut respirer à côté quoi. Donc ouais, enfin, je rentrais pas forcément directement dans leur jeu, mais je leur faisais comprendre que à un moment donné il fallait réfléchir quoi. En tout cas, bon courage. Bonjour, une petite réponse rapide. Alors moi personnellement, je parle de mon seul cas personnel et qui n'est peut-être pas représentatif, mais je n'ai jamais été confronté à ce type de comportement ni ce type de remarques. Quand je parle de voiture électrique, au pire, ça déclenche des questions un peu curieuses, quelques petits chambrages plutôt gentils, mais alors est-ce que c'est le fait de dire qu'on a une Tesla, je sais pas, il y a un côté, une espèce d'aura autour de cette marque qui fait que les gens ont peut-être un peu moins envie de troller, quoique, parce que ça peut aussi déclencher effectivement des réactions inverses et un petit peu hostiles. En tout cas, moi ça m'est jamais arrivé, ni auprès de mes relations, ni sur la route. J'ai jamais vraiment senti de réaction hostile. Parfois des petites provocations pour voir ce que la voiture a dans le ventre, et plutôt des provocations à l'accélération, des choses comme ça. Ce que je vois beaucoup plus, c'est toutes les bêtises qu'on lit, les âneries qu'on lit sur les réseaux sociaux, qui sont clairement le fait d'anti-VE, dont on a l'impression qu'ils sont réellement en mission. J'en vois tous les jours et j'en ai spoté 2-3 sur LinkedIn qui racontent des conneries du matin au soir. Je me suis même lassé de leur répondre. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Mais sinon, non, moi je trouve que ça se passe plutôt bien dans l'ensemble. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes, c'est le meilleur moyen de nous soutenir et de nous faire connaître. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques, questions, suggestions à l'adresse podcast@automobilepropre.com. Quant à nous, nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast. Salut!